On va pouvoir attaquer. Bien, mesdames et messieurs, donc au nom du comité d'établissement régional Languedoc-Roussillon, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, ici au Palais des Congrès de Perpignan. Je tiens à saluer la présence parmi nous donc, de M. Charles Fitterman, ancien ministre des Transports de 1980 à 1984, M. Didier Lerest, vice-président de la Convergence nationale du rail, M. Jean Marbiot, président de la commission économique du comité d'entreprise, M. Jean-Claude Guessot, vice-président de la région Languedoc-Roussillon, M. Roger Divin-Séguer, secrétaire général adjoint de l'UNSA Cheminot, M. Gilbert Garel, secrétaire général de la Fédération GT Les Cheminots. Pour la direction SNCF, M. Guichard, donc directeur délégué TER, étant absent, l'entreprise SNCF est représentée par Mme Turon, que j'invite à nous rejoindre ici à la tribune. Bien, donc. Bien, nous allons donc débuter nos travaux. Et je passe donc la parole à M. Jean Marbiot, président de la commission économique du comité d'entreprise. Bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'ensemble des élus de notre comité d'entreprise et des cheminots du Languedoc-Roussillon, de vous souhaiter la bienvenue. Merci également à vous toutes et tous d'avoir répondu positivement à notre invitation, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portez aux questions liées au transport et aux services publics ferroviaires SNCF, dont fait partie intégrante le train jaune, thème des débats de ce jour. Mis en service en 1910 et reliant Villefranche-de-Conflans à la Tour de Carol, le train jaune est un atout formidable pour le territoire par la place qu'il occupe dans l'économie touristique actuelle et par le potentiel qu'ils offrent aux acteurs du tourisme local. Il est un symbole fort de l'identité catalane et occupe une place importante sur le plan patrimonial. Vitrine du Conflans et de la Plaine de Cerdagne, ce train remplit aussi sa mission de service public en desservant les villages de montagne dans un territoire enclavé et difficile d'accès. Le train jaune est pour la région Languedoc-Roussillon l'exemple type de la conservation d'un patrimoine historique réussi et par ailleurs emblématique d'une lutte des cheminots et de l'ensemble des usagers de la Cerdagne pour sa survie et son développement. Dès 1968, la SNCF prenait la décision de fermer un nombre important de lignes qu'elle considérait déficitaires, dont la ligne de Villefranche-Vernay-les-Bains à la Tour de Carol, appelée ligne de Cerdagne et parcourue par le train jaune. Une première menace de fermeture planait donc sur les cheminots et les usagers de ce train mythique. À partir de 1981, grâce aux luttes et à la mobilisation de la population et des cheminots, l'idée de fermeture fut une première fois repoussée et sa rénovation décidée en 1984 dans les ateliers SNCF de Béziers. Dès octobre 1985, rebelote, de puissants mouvements de grève sont déclenchés par la CGT qui entend s'opposer à l'abandon de caractère de service public du train jaune afin de le réduire à un rôle purement touristique. Le 19 novembre 1985, à la gare de Fontpédrouse, la SNCF fait arracher la voie ferrée par une entreprise privée. Alertés par la population, les cheminots interviennent pour arrêter la casse. 27 cheminots furent sanctionnés différemment par des mises à pied et traduits devant le conseil de discipline de la SNCF. Ce dernier, réuni le 4 mars 1986, demande la révocation de 6 cheminots et l'aggravation des sanctions soulève d'importants mouvements d'action soutenus largement par la population. La SNCF recule sur les révocations et mute d'office Liberto Joffre Serge Bastide en Lozère. Le 8 février 1993, après 8 ans de lutte de procès, la Cour de cassation puis la Cour d'appel de Nîmes condamnent la SNCF et les 2 militants qui sont présents aujourd'hui parmi nous sont réintégrés. On dit souvent qu'il faut retenir les erreurs du passé pour construire un avenir meilleur. Or, 45 ans après la première menace de fermeture, 30 ans après la dernière modernisation à l'identique du train jaune, le train jaune est à nouveau menacé. Depuis 3 ans, la direction SNCF mène avec le conseil régional Languedoc-Roussillon un jeu dangereux sur le dossier du train jaune. Certes, les termes de privatisation ne sont jamais prononcés, mais l'on parle d'un nouveau modèle économique, de nouvelles formes de gestion et de pilotage du train jaune. Des mots lourds de sens, qui n'ont pour seul but que de sortir le train jaune de la future convention
qui va lier la SNCF à la région Languedoc-Roussillon et dont les négociations ont déjà débuté sur fond de crise et de mesures marquées par le sceau de l'austérité. Les travaux et les analyses des différentes commissions économiques sur le sujet du train jaune ont démontré que ce dossier est en train de se transformer d'un enjeu régional à un enjeu de portée nationale. En effet, derrière la construction d'un nouveau modèle économique porté par la SNCF se cache une attaque frontale contre le service public en Cerdagne. La mise en place d'une société d'économie mixte ou d'une société anonyme, en lieu et place de la SNCF, impliquerait une sortie de la ligne du train jaune du réseau ferré national, ce qui serait une première en France. Cette posture idéologique ne serait-elle qu'une traduction des futures lois de décentralisation, lois qui permettraient aux régions politiques ou bien aux futures métropoles de sortir des lignes ferroviaires des futures conventions afin de devancer une ouverture à la concurrence du TER? La question mérite d'être posée et surtout débattue. Alors oui, nous le disons haut et fort. En 2014, plus que jamais, le train jaune est une nouvelle fois attaqué dans une triple dimension économique, sociétale en tant que service public et pour finir sociale pour les cheminots et les usagers des territoires qu'ils traversent. Pour s'en convaincre, il suffit de s'attarder un instant sur les dernières propositions de la direction SNCF au travers de l'étude du cabinet SNCF Consulting qui a été remis au Conseil régional Languedoc-Roussillon en 2013. Cette dernière œuvre littéraire de mauvais goût propose entre autres de limiter le train jaune sur la partie Villefranche-Font-Romeu, de faire sur le reste de la ligne du vélo-rail, de changer le modèle économique en société d'économie mixte sous réglementation des remontées mécaniques et de rendre le train jaune saisonnier, soit en le fermant l'hiver, ou alors uniquement sur demande des groupes. Comme en 1985, la dimension publique du train jaune est donc remise en cause une nouvelle fois. Les mêmes mots, sous-investissement et absence de politique de développement, conduisent au même remède, restriction de l'offre de transport public avec réduction drastique des coûts et privatisation rampante de l'appareil de production. Ce que nous vivons actuellement avec le fret ferroviaire, avec la destruction dramatique de l'outil industriel, les cheminots catalans en savent quelque chose à l'heure actuelle, serait donc appliqué au train jaune. Et pourtant, depuis 2007, les travaux de la Commission économique, en lien avec les usagers et les syndicats de cheminots, principalement la CGT, ne manquent pas de propositions concrètes. À ce titre, le syndicat CGT des cheminots de Villefranche est le seul à porter un projet novateur pour le train jaune, à l'opposé des propositions de la SNCF. Un projet basé sur la relance économique, dans une région durement touchée par le chômage et la précarité. Sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à Julien Berthélémy, membre de la commission économique du comité d'établissement et par ailleurs secrétaire général du syndicat CGT de Villefranche, qui va vous détailler le contenu du projet novateur du train jaune. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis plus d'1 an, la CGT est à l'initiative afin de porter les revendications des cheminots pour un nouvel avenir du train jaune. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le train jaune sont claires et réelles. Sortir le train jaune de la convention TER pour en faire un train uniquement touristique. Aujourd'hui, c'est le 6e débat qui a lieu sur ce sujet après les états généraux du service public ferroviaire de Prades, les débats publics de Villefranche, Bourg-Madame, Font-Romeu et dernièrement Matemal. Excusez-moi. L'objectif de ces échanges est d'informer la population afin qu'elle puisse être partie prenante des décisions qui s'imposent pour redonner de la vie et de l'activité à l'ensemble des territoires que traverse le train jaune. Pour élaborer le projet novateur pour un nouvel avenir du train jaune, nous sommes partis d'un constat simple. En moins de 15 ans, la fréquentation de la ligne a été divisée par 2, passant de 400 000 voyageurs en 2000 à 185 000 voyageurs en 2012. Les raisons d'une baisse si brutale de la fréquentation sont multiples. Tout d'abord, le tarif. Le double du tarif normal est prohibitif pour les voyageurs. En effet, depuis le début des années 80, la SNCF fait payer le prix du billet calculé sur 126 km fictifs au lieu des 63 km réels de la ligne. La vitesse du train, mais aussi les horaires et les correspondances inadaptées aux besoins des usagers sont autant de points qui nuisent à la fréquentation de la ligne, dont l'activité économique
donc à l'activité économique du territoire. Par exemple, en 1980, il fallait 2h10 pour parcourir l'ensemble de la ligne. Aujourd'hui, il faut 3 heures. Comment est-ce possible que nous soyons plus capables de faire aujourd'hui ce que nous étions capables de faire il y a 30 ans? L'autre fait, pour le moins significatif, est l'arrivée du bus à 1 euro sur le département, qui a reporté une partie des usagers du rail vers la route. Mais que dire alors de la mise en concurrence de ces deux services publics, l'un géré par le CG 66, l'autre par la région Languedoc-Roussillon? Comme l'a dit Jean-Marc précédemment, l'objectif de la direction SNCF est limpide. C'est la privatisation du train jaune. C'est pour toutes ces raisons que les cheminots de Villefranche, avec la CGT, ont élaboré le projet novateur pour un nouvel avenir du train jaune. Dans ce projet, nous revendiquons le maintien du train jaune dans la Convention de terre, qui garantit la réalisation d'un service public ferroviaire sur les Hauts-Cantons. Un programme d'investissement de 65 millions pour le matériel, car, depuis 15 ans, aucun programme d'investissement n'a été réalisé pour pérenniser et développer le train jaune. Ce programme prévoit la rénovation à l'identique des machines, des remorques et le matériel annexe type chasse-neige. Nous revendiquons le renouvellement des rails, des traverses, du ballast et des stations électriques pour plus de sécurité, de confort et de rapidité, et la rénovation des gares, vitrine de notre patrimoine. Le montant de cet investissement est de 60 millions d'euros pour les 63 kilomètres que compte la ligne. En ce qui concerne la tarification, nous demandons qu'elle soit égale aux autres lignes de la SNCF, mais aussi, par équité avec les usagers de la ligne Perpignan-Villefranche, nous demandons la mise en place du billet à 1 euro pour les résidents des cantons de Prades, Olette, Montlouis et Sayagouz. Nous revendiquons une complémentarité des transports, avec des horaires en correspondance avec les autres trains au départ de Perpignan et la Tour de Carole, et une complémentarité des horaires avec les bus. Des horaires adaptés aux besoins touristiques et un service de transport à la demande permettant une mobilité des habitants des petites communes rurales vers les gares routières et la SNCF. Une démarche commerciale dynamique pour un service voyageur à la hauteur des aspirations touristiques d'aujourd'hui, avec des offres attractives pour les groupes, les scolaires, les randonneurs, mais aussi la mise en place d'un véritable train des neiges avec des navettes et une tarification spéciale pour les stations de ski. Nous demandons aussi une mise à l'étude du fret sur la ligne afin de désengorger la route nationale 116 des camions. Enfin, nous revendiquons une nouvelle organisation du train jaune avec une direction à Villefranche, ayant autorité sur tous les services et la gestion de la ligne de Perpignan à la Tour de Carole afin de proposer un service public au plus près du territoire. La SNCF doit s'engager à relancer l'emploi sur la ligne et nous avons la possibilité, avec la région Languedoc-Roussillon, de mettre en place une convention avec le lycée de Prades pour la formation et l'emploi des jeunes. Investir dans le projet novateur, c'est 125 millions d'euros. Investir dans le projet novateur, c'est investir dans un véritable projet de service public ferroviaire, écologique, porteur d'emplois et de relance économique dans une région durement touchée par le chômage et la précarité, avec des retombées économiques importantes dans le Languedoc-Roussillon. Et ce sont la SNCF, Réseau Ferré de France, l'État, la région, éventuellement le département et pourquoi pas l'Europe, qui doivent se répartir aujourd'hui les financements nécessaires qui lui sont dus depuis des années. Depuis plusieurs décennies, la lutte des populations, des usagers et des cheminots a permis le maintien du train jaune SNCF. Aujourd'hui, c'est avec vous que nous voulons lui donner un nouvel avenir avec ce projet novateur, alliant réponse aux besoins de services publics et aspirations touristiques. Enfin, et pour conclure cette courte introduction, permettez-moi de soutenir toutes les actions et initiatives des salariés du département qui luttent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, pour de meilleurs salaires et l'emploi, contre les plans de relocalisation des centres de santé tels que Perrefit et la Perle Cerdane, contre la libéralisation de nos services publics. Aujourd'hui, Commission européenne et État français tentent d'imposer un changement de statut à la SNCF, sous prétexte qu'elle serait avantagée par rapport à la concurrence. Pour mémoire, ce sont ces mêmes arguments qui ont été avancés et utilisés pour transformer la Poste d'EPIC en société anonyme. Il est bon de noter que partout où les services publics ont été privatisés, totalement ou partiellement, les tarifs ont augmenté, à l'image de l'électricité dans les prochaines années.
la qualité des services a régressé et les conditions sociales des salariés se sont détériorées. Pour le train jaune, comme pour le fret SNCF, comme pour l'ensemble des services publics de notre pays, c'est une leçon à retenir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Bien, merci M. Berthélémy. Donc je passe la parole à M. Charles Fitterman pour une contribution. Ouais, ça marche. Bien, bonsoir. Alors, je veux dire que j'ai répondu très volontiers à l'invitation qui m'a été faite de participer à cette initiative, à cette réunion, à ce débat. Et je l'ai fait d'abord par un souci de fidélité, parce qu'il y a 30 ans, il se trouve que j'étais à l'époque ministre des Transports, j'ai eu à traiter ce dossier, comme cela vient d'être rappelé. Et l'ayant examiné, j'avais demandé, et ce qui a été fait, de moderniser, de prévoir un plan de modernisation de l'équipement de la ligne et une relance de l'activité de cette ligne, alors qu'elle était menacée, en effet, à l'époque. Il était question de la fermer, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, à ce moment-là. Et je ne l'ai pas regretté, je pense que c'était une décision juste, et ma foi, je souhaite être fidèle à cette démarche aujourd'hui. Et je le fais aussi par un souci de cohérence, parce que je crois que les problèmes ne se posent pas différemment qu'à l'époque. Je voudrais prendre 2-3 exemples. Il est beaucoup question de pollution de l'air dans notre pays. Vous avez vu récemment dans les villes, on s'est affolé parce qu'il y a des particules fines, paraît-il, qui nous tombent sur la tête. Il y a le réchauffement climatique. Enfin, il ne se passe presque pas de jour ou pas de semaine sans qu'on s'inquiète de ces problèmes. Il y a le problème des coûts énergétiques. L'importation de produits énergétiques, essentiellement pétrole et gaz, coûte extrêmement cher à notre pays et représente une part majoritaire du déficit de notre commerce extérieur. Il y a aussi des problèmes de sécurité dans les transports. Certes, sur la route, le nombre de morts a diminué, tant mieux, mais enfin, il en reste quand même 3000 par an, plus de quelques dizaines de milliers de blessés, et ça coûte cher, pas seulement, bien sûr, à ceux qui en sont victimes et à leurs familles, mais au pays lui-même, au coût de la protection sociale. Or, chacun sait que les transports comptent pour une part importante dans ces problèmes aigus. Et chacun sait aussi que la meilleure réponse en termes de transport qu'on puisse leur apporter, en tout cas dans toute une série pour répondre à toute une série de besoins, c'est le train. Parce qu'il est moins polluant, parce qu'il était plus économe en énergie, parce qu'il est plus sûr, et parce qu'aussi il aide à l'aménagement d'un territoire. Alors, si on est convaincu de cela, et moi je dis simplement, ou bien on s'emploie concrètement à donner la réponse qu'il faut à ces problèmes, qui sont des problèmes du pays, des problèmes aigus, ou bien on tient des discours sur la transition écologique, sur la transition énergétique, tout ce qu'on voudra, mais c'est du bavardage, ce sont des discours creux parce qu'ils ne correspondent pas, ils ne correspondraient pas aux intentions qui sont formulées. Voilà. Ensuite, je dis cela de manière générale, mais ce qui est vrai en général est vrai en particulier, et c'est vrai pour le problème qui nous préoccupe aujourd'hui, pour cette liaison Villefranche de Conflans, la tour de Carole, parce que on ne peut pas craindre la mauvaise qualité de l'air, etc., les coûts énergétiques, comme ça en général, et dire que ça ne se pose pas, ça n'a aucune importance ici ou là. C'est vrai partout, et c'est vrai dans ce domaine. Alors, on nous dit, oui, mais ce n'est pas rentable.
Vous savez, moi, j'ai entendu cet argument pendant les années 80 et je l'ai combattu. J'ai même fait adopter une loi qui est toujours en vigueur et qui explique le contraire. D'ailleurs, ceux qui gèrent sans tenir compte de cette argumentation sont dans l'illégalité puisque la loi est toujours en vigueur. Et c'est vous qui menez ce combat qui êtes dans la légalité et non seulement dans la justesse du combat. Parce que chacun sait qu'il y a des besoins, je viens d'en évoquer quelques-uns, qui sont des besoins collectifs, généraux. Et une entreprise qui travaille dans ces domaines et qui les prend en charge, eh bien, mérite d'être récompensée, de bénéficier d'un soutien, y compris financier, du pays pour sa contribution à la solution de ces problèmes. C'est ce qu'on appelle des missions de service public. C'est ça. Et on ne peut pas faire fonctionner une entreprise comme celle-ci, s'agissant de la SNCF par exemple, il y en a d'autres dans d'autres domaines, hein, comme une entreprise classique normale, parce qu'elle prend en charge ses missions et parce qu'elle ne peut pas obtenir la même rentabilité pour toute une série de raisons qui seraient trop longues d'évoquer. C'est du discours, ce discours sur un équilibre financier immédiat, une rentabilité. Vous savez, j'ai fait le compte, moi, depuis 1850, il y a eu 10 plans financiers nationaux pour rétablir l'équilibre financier c'était pas la SNCF à l'époque, mais enfin du transport ferroviaire. Ils n'ont jamais abouti, ces plans. Jamais, parce que ce n'est pas possible d'obtenir, comme si on fabriquait des savonnettes ou je ne sais quoi. Par conséquent, il faut cesser d'agiter cet argument de la rentabilité. Vous savez, je suis venu ici en passant, j'ai vu qu'il y avait un théâtre, on m'a dit que c'était un théâtre tout neuf, là, enfin en tout cas qui n'est pas très vieux. Il est rentable, ce théâtre? Cette salle-là, elle est rentable? On a calculé la rentabilité. Ça ne veut pas dire je ne mets pas en cause son utilité. Si, elles sont utiles. Je prendrais même un autre exemple. Je suis passé à une rocade, là. J'ai vu des grands panneaux, là. 65 millions pour aménager la rocade. Bon, sûrement utile, cette rocade. On a calculé la rentabilité de cette rocade. Qui est-ce qui peut produire des chiffres là-dessus? Personne. Et je ne parle pas de toutes les petites routes secondaires où il y a peu de monde et qu'il faudrait fermer parce qu'elles ne sont pas rentables. Pourquoi on utilise cet argument uniquement pour le transport ferroviaire? Pourquoi? Parce qu'on veut sa mort, parce que, comme le chien qu'on accuse de la rage, on préfère alimenter, et enfin, j'insiste pas sur les raisons, et parce qu'aussi on s'en tient à un calcul de marché de court terme, qui ne prend pas en compte les coûts externes, les coûts de la pollution, les coûts de l'insécurité. Or, l'entreprise les prend en compte. J'ai lu récemment une déclaration de Mme Barbara Dalibard, qui est directrice de la SNCF Voyage, directrice nationale de la SNCF Voyage. Je ne la connais pas, cette dame. Mais elle disait, il faudra bien que, quand on parle de concurrence, pour la SNCF, on prenne en compte le bilan carbone de l'entreprise. C'est en gros ce que je suis en train de vous expliquer. Elle a parfaitement raison, cette dame. Je lui ai d'ailleurs fait une lettre pour lui dire que, mais vous avez d'autant plus raison que c'est inscrit dans la loi d'orientation des transports qui est toujours en vigueur. Donc tout ce que vous demandez, c'est uniquement l'application de la loi. Elle m'a répondu d'ailleurs gentiment, cette dame. Donc on n'est pas des rêveurs ou je ne sais quoi, demandant l'impossible. Non, il faut sortir de cette pression qui s'exerce pour faire croire qu'il y a des activités qui ne sont pas rentables parce que les gens sont bons en rien, parce qu'ils ne savent pas gérer, ou tout ce qu'on voudra. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien gérer, qu'il ne faut pas faire le maximum pour avoir une efficacité, bien sûr. D'ailleurs, il y a des propositions que j'ai vues, là, que j'ai pris connaissance. Et pour ça, il faut avoir de bons horaires, il faut avoir des conditions d'exploitation qui soient adaptées, et on arrive à une meilleure rentabilité directe. Bien sûr qu'il faut la rechercher, mais il ne faut pas demander ce qui est totalement impossible. J'ajouterais qu'il y a une dimension patrimoine. Je suis allé... je n'étais jamais allé à Villefranche-de-Conflans, j'ai regardé tout ça, mais... on sent l'attachement parce que tout ça a une histoire, ça a été l'objet de travail. Il y a des innovations
qui ont été faites. C'est un patrimoine vivant. Quand est-ce qu'on va s'arrêter dans ce pays de sacrifier comme ça des patrimoines, des choses qui ont été construites au long de l'histoire, et qui plus est, si encore elles ne pouvaient plus servir à rien, mais elles peuvent encore servir et répondre à des besoins réels. Vous savez à quoi je pensais? À ça, je me disais, après tout, les cathédrales et les églises, elles sont rentables. On pourrait aussi les démolir, parce qu'elles coûtent à la collectivité publique, puisque la plupart sont des biens publics. Mais enfin, personne n'y pense, en tout cas pas moi. Et donc, arrêtons de dire n'importe quoi. Simplement, un autre mot s'agissant des investissements. Bon, la facture, combien vous avez dit 125 millions là. Bon, moi, j'aimerais qu'on fasse une expertise indépendante sur les coûts réels, parce que, vous savez, j'en ai vu de ces factures qui étaient fabriquées pour démontrer qu'on ne pouvait rien faire. Hein. Ça existe aussi. Mais enfin, même 125 millions, ça fait deux rocades. Hein. Même, ça fait un petit peu plus. Hein. C'est quand même pas étalé sur plusieurs années. Bon, c'est quand même pas dans un pays comme ça. Alors, je dirais, moi, puisque la région est autorité organisatrice, je comprends que la région, veuille pas toute seule, comme ça, prendre en charge un tel poids. D'autant plus qu'il y a eu un retard d'investissement accumulé, un retard de modernisation. La dernière, celle de 1984. Enfin, bon, il y a bien des bricoles qui ont été faites depuis, mais enfin. Et donc, ça n'incombe pas seulement à la région, ça je peux le comprendre. Et c'est vrai quand il s'agit de services publics, il y a une responsabilité de l'État lui-même. Et donc, je pense qu'en mettant tout le monde autour d'une table, s'agissant d'un tel investissement, avec un montage approprié, on doit pouvoir y faire face et arriver à ce que cette ligne fonctionne dans des conditions qui sont sans changer son caractère, parce que c'est vrai que c'est une originalité, il faut la conserver, c'est un atout, mais on peut la moderniser. On peut d'ailleurs faire appel à l'inventivité des gens, parce que les conditions d'exploitation, je connais bien la SNCF, j'aimais bien la SNCF, mais on transpose, il faudrait gérer une ligne comme ceci, comme si c'était un TGV. Avec l'électronique, les règles de sécurité, etc. Mais on peut quand même adapter les conditions d'exploitation. Et j'ai vu à Villefranche comment ils avaient inventé des outils pour enlever le verglas. Enfin, bon, il y a une inventivité sur place. Si on faisait confiance aux cheminots, à partir du moment où on dirait aux cheminots l'avenir du train jaune est garanti, on prend les dispositions, on décide des investissements nécessaires avec les structures et les statuts qu'il faut, je suis persuadé qu'ils feront preuve, ils sauront faire l'effort nécessaire et trouver les modalités qui permettent d'exploiter cette ligne dans les meilleures conditions. J'en suis absolument persuadé. Voilà ce que je voulais. Et s'agissant d'ailleurs de ces dispositions d'exploitation, puisqu'il y a une réforme ferroviaire en chantier, il pourrait au moins y avoir quelque chose d'intéressant dedans qui prévoit une gestion intelligente et adaptée de ces choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'appelle le gouvernement, parce que c'est d'abord de sa responsabilité, à sortir des vieux schémas et à ouvrir un dialogue constructif avec toutes les parties concernées, SNCF, région et représentants des salariés, pour sauvegarder et promouvoir ce que je considère comme un élément du patrimoine national et comme un atout pour votre région et un bien public pour la France, je veux dire le train jaune. Bien, merci Monsieur le Ministre. Donc là, je passe la parole donc à Didier Lereste, et après l'intervention de Didier Lereste, donc nous ouvrirons le débat interactif. Bon, merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc merci aux organisateurs de l'invitation. Alors aujourd'hui, je suis annoncé effectivement
comme vice-président de la Convergence nationale rail. Alors, 2 mots d'explication. C'est une association nationale que nous avons créée en 2011 à Millau, dans le cadre d'ailleurs de la défense des lignes ferroviaires Béziers-Neussarques-Clermont et Clermont-Nîmes-Marseille, avec des élus de gauche, des comités, des citoyens, des collectifs, des syndicats et aujourd'hui des collectivités. Et cette Convergence nationale rail, aujourd'hui, recense plus d'une 60aine de collectifs et de comités adhérents et a pour ambition, effectivement, de fédérer, de coordonner au plan national toutes les luttes qui se mènent sur le territoire pour défendre un service public ferroviaire de qualité. Alors, quand on m'a sollicité, j'ai de suite accepté, en regardant bien sûr les emplois du temps. Je n'ai pas hésité, parce que comme beaucoup de personnes ici, dans cette salle, j'ai à l'époque participé à un certain nombre d'initiatives dans le cadre de la défense de cette ligne, de la Cerdagne, du train jaune, et notamment aussi nos camarades syndicalistes de la CGT qui étaient sanctionnés par la direction de la SNCF, et c'était vrai dans les années 85-93. Et à cette époque-là, d'ailleurs, c'est pour ça que ça devrait nous amener aussi à réfléchir, la Fédération CGT des cheminots en avait fait une affaire nationale. Et donc, ça a aussi créé les conditions du succès. Alors, je pense que ce qui se passe, ce qui est préfiguré pour le train jaune, ça peut aussi servir de ballon d'essai pour d'autres situations sur le territoire. Déjà, il faut regarder l'exemple de la Corse. La Corse, aujourd'hui, c'est une société d'économie mixte où la SNCF n'est plus qu'expert, alors qu'avant, nous étions l'exploitant. Et puis, il faut regarder aussi qu'on a une 20aine de relations TER qui sont menacées de fermeture, sous prétexte qu'elles ne sont pas rentables au sens capitalistique du terme. Mais j'y reviendrai. Alors, dans mon propos, j'ai le plaisir aussi de me retrouver là, parce que quand je dis participer à cette initiative, j'ai eu l'honneur aussi de fêter les 90 ans du train jaune avec Georges Ségui et Bernard Thibault, entre autres, et puis en 2010, les 100 ans du Canari. Alors, dans mon propos, vous distinguerez peut-être plusieurs casquettes, mais bon, en tant qu'ancien contrôleur de la SNCF, je n'ai pas de problème de ce point de vue. Alors, le débat actuel autour de l'avenir du train jaune m'amène à dire que l'histoire bégaye ou tend à se répéter. Je vais remonter un peu dans le temps, puisqu'on m'a dit aussi d'apporter des témoignages. Avant que Charles Fitterman devienne ministre des Transports en 1981, nous avions ce fameux rapport Guillaumat, pour les plus anciens, vous vous rappelez, qui présidait déjà à l'éclatement, au démantèlement de l'entreprise SNCF. Alors le rapport Guillaumat indiquait déjà que le service public, le secteur public, était inadapté et préconisait déjà à l'époque, avant d'ailleurs les lois de décentralisation de 82-83, préconisait déjà de passer des concessions de type de transport avec les régions. Déjà une propension à refiler le mistigris aux régions. Et donc l'idée qui prévalait alors, c'était qu'il fallait démanteler la SNCF pour permettre aux activités jugées rentables d'être mises au service des intérêts du privé. Donc vous voyez, il y a plus de 30 ans, donc l'histoire se répète un peu. Alors bien sûr, depuis, le chemin de fer a beaucoup évolué, création de la SNCF le 1er janvier 1938, et à l'époque, on a fêté les 75 ans en 2012. Alors d'ailleurs, la direction de la SNCF n'a pas fêté les 75 ans de la SNCF. Elle a fêté SNCF. On a fêté les 75 ans du groupe. Donc ce n'est pas que de la sémantique. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, peut-être aussi pour remettre en perspective, en 1937, on avait 55 000 kilomètres de voies ferrées et on avait bien sûr 500 000 cheminots qui étaient attelés au service du ferroviaire. Alors, peut-être aussi une évolution, alors Charles Fitterman, parce qu'il est modeste, ce qu'il n'a pas évoqué, parce qu'il a posé des actes concrets quand il a été ministre des Transports, réouverture des lignes, et puis en 81-82, il a quand même fait embaucher 16 000 jeunes cheminots au statut, et je pense que dans la salle, il y a des jeunes qui ont été embauchés, il y a des cheminots qui ont été embauchés à cette époque-là, ce qu'on a appelé la génération Fitterman. Alors, bien sûr, après, nous avons eu les contrats de plan. Alors, ce n'est pas un gros mot, le contrat de plan, s'il est au service d'un développement. Mais les contrats de plan ont été utilisés à l'époque par les pouvoirs publics et la direction de la SNCF, effectivement, à réduire les activités, supprimer massivement les emplois de cheminots. Rappelons-nous, par exemple,
qu'en 1990, on a supprimé 10 000 emplois de cheminots à la SNCF. Donc là, il a fallu, la philosophie des contrats de plan à l'époque, c'était d'équilibrer les comptes par activité. Mais on a vu rapidement qu'après, il fallait dégager des excédents budgétaires pour se substituer, je dirais, au désengagement de l'État. Et donc, au début des années 90, nous avons eu, dans cette philosophie-là, la gestion par activité, le pilotage par activité, et rapidement, la SNCF s'est structurée comme les grands groupes privés, où c'était la rentabilité financière qui prenait le pas sur les dimensions de service public, et en allant même plus loin, puisque je l'ai connu, en important les politiques managériales culpabilisantes, infantilisantes des grands groupes privés. Donc, et d'ailleurs, je pense que les cheminots doivent connaître tout ça encore aujourd'hui. Donc voilà, alors, on a eu, quand on parle de la SNCF, pour comprendre un peu où on en est aujourd'hui, pourquoi on en est là aujourd'hui, on avait bien sûr, tout était concentré autour du TGV et des lignes à grande vitesse, mais quand même supporté principalement par la SNCF, qui a été obligée de s'endetter, et c'est pour ça que lors de cette belle mobilisation, ce beau mouvement de l'automne 1995, nous avions dit, sans être démentis, qu'un cheminot sur 4 travaillait pour rembourser les banques à l'époque. Alors, beaucoup de luttes, bien sûr, et donc, après 1995, il y a eu effectivement, Jean-Claude Guessot en parlera peut-être, la gauche plurielle en 1997, et il y a donc eu la généralisation de la régionalisation des TER le 1er janvier 2002. Alors, même si aujourd'hui on voit bien qu'il y a des problèmes et on en connaît les raisons, notamment le désengagement de l'État, où la dotation n'a pas été réévaluée, la SNCF qui n'est pas un très bon partenaire dans un certain nombre de conventions, mais il faut quand même reconnaître que s'il n'y avait pas eu ce grand mouvement de l'automne 1995, jamais on n'aurait pu développer les TER, puisque le contrat de plan de l'époque prévoyait d'amputer le réseau de 30% de sa capacité. Alors sur les TER, la régionalisation, ça a apporté quand même du positif, puisque quand on se rappelle dans quel état était le trafic régional à la SNCF avant, on a augmenté, je dirais, les trafics de plus de 40%, l'offre de plus de 30%. Il y a eu la création de nouveaux ateliers de maintenance, la rénovation des gares, du matériel roulant, entre autres. Alors, je vais citer ici un ancien directeur de la SNCF, Louis Armand, qui disait le mode ferroviaire sera le mode dominant du XXIe siècle s'il parvient à survivre au XXe siècle. Alors, il est bon aujourd'hui quand même de faire le point. On a un système ferroviaire aujourd'hui qui est au bord de l'implosion parce qu'il porte une dette de plus de 40 milliards d'euros. Alors, là aussi, il faut rappeler, parce que c'est comme ça, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent pour investir, on a Réseau Ferré de France qui est fortement endetté, qui porte la dette de l'État en matière d'infrastructure et qui doit débourser 1,7 milliard d'euros par an pour gérer la dette, d'intérêt de la dette. C'est d'ailleurs ce qui manque à peu près pour faire fonctionner normalement le réseau SNCF, le service SNCF. Alors, aujourd'hui, moi je le dis avec force, parce que là, il y a des responsabilités croisées. Il y a déjà les politiques nationales, des engagements financiers au niveau du financement du ferroviaire, mais aussi les politiques européennes, avec les directives de libéralisation, les règlements qui poussent à la déréglementation, à l'éclatement, à la concurrence tous azimuts, puisqu'on ne conçoit pas le développement des activités en dehors de la concurrence. Alors, avec ces politiques-là, aujourd'hui, l'infrastructure se dégrade beaucoup plus vite qu'on l'entretient. La qualité de service se détériore. D'ailleurs, j'ai regardé des sondages dernièrement, plus de 30% des usagers de la SNCF ou des utilisateurs de la SNCF sont mécontents, parce qu'il faut quand même dire que le gros des troupes, ce n'est pas le TGV, puisqu'on a moins de 20% de voyageurs qui utilisent le TGV. Le gros des troupes, c'est les corails, les trains d'équilibre du territoire et les TER et le Transilien en région parisienne. Donc ces gens-là, ils sont mécontents aujourd'hui. La casse du fret aujourd'hui, alors c'est un gâchis social, économique, environnemental, industriel. La casse du fret planifiée, organisée, continue aujourd'hui. La grande vitesse ferroviaire ne serait plus rentable. Les TER seraient trop coûteux et les cheminots trop chers et les emplois de cheminots continuent à être diminués. Alors c'est donc au nom de cette situation-là, c'est la fuite en avant. C'est la fuite en avant. C'est ce que j'avais appelé à l'époque, moi, la politique de la terre brûlée. Alors, tout ce qui n'est pas rentable, parce que c'est ça aujourd'hui l'antagonisme entre
Ben oui, parce que le service public, c'est toujours un affrontement avec le capital. Tout ce qui n'est pas rentable au sens capitalistique du terme, on ferme, on coupe, on casse, on transfère, et donc de plus en plus, cette grande entreprise publique, qui reste publique, mais qui est gérée de plus en plus sur les critères privés. Donc, par contre, que se passe-t-il? On voit qu'on utilise l'argent public pour acheter des entreprises à l'étranger, rendre des participations capitalistiques, y compris dans les sociétés d'autobus à Haïfa, en Israël. On supprime les trains sur le territoire français et on utilise l'argent public pour acheter des entreprises à l'étranger et développer. D'ailleurs, 60% des acquisitions à l'étranger, c'est des activités routières pour développer la route. Et puis vous voyez bien aussi aujourd'hui qu'on supprime des TER, mais par contre, la SNCF aujourd'hui a créé sa filiale avec Idebus, qui concurrence le train sur un certain nombre de parcours, qui est déficitaire, mais donc, comme on le disait à l'époque, pour certains dirigeants aujourd'hui de l'entreprise, l'avenir du train, c'est la route. Donc c'est quand même... alors, moi je le dis, la responsabilité, elle est croisée, mais là, le politique a démissionné. Il a trop laissé faire les technocrates, les dirigeants de la SNCF, les cabinets privés, parce que ce ne sont plus les cheminots qui décident de la stratégie du ferroviaire, ce sont les cabinets privés. Les mêmes cabinets privés qui sévissent dans tous les grands groupes publics et privés. Voilà, ce que j'appelle un peu les intégrismes du libéralisme. Donc, moi je repense à ce moment-là à l'intervention du grand résistant Raymond Aubrac dans le film que vous avez peut-être vu, Cheminot, qui est une coproduction du comité d'établissement régional de la région PACA, où Raymond Aubrac, discutant comme ça dans la version longue, devant les cheminots d'Avignon, en disant « mais c'est vrai, la SNCF quand même, c'était les veines de la France, à l'irriguer l'ensemble du territoire. Mais à vous écouter, vous autres, parce que c'était sa formule, il dit je considère aujourd'hui que les politiques libérales en ont tronçonné les membres et le sang se retire. » C'est un peu ce que nous avons appelé, nous, la privatisation rampante ou la privatisation vampire. Donc je pense que ça résume bien la situation dans laquelle nous sommes. Alors moi, il me semble, pour terminer, que la situation que nous développons, que nous évoquons aujourd'hui autour du train jaune, se situe dans ce contexte-là. Et moi, j'ai les plus grandes craintes quand j'ai vu le document de la SNCF, que l'origine de l'affaire, la genèse de l'affaire, c'est un repas entre Guillaume Pépi et Bourquin. Alors là, je me suis dit, ça y est, si Pépi, il gère cette affaire comme il a géré le fret ferroviaire, il y a tout à craindre. Hein. Et là, il faut monter les barricades et développer les mobilisations sociales et citoyennes. Alors, il y a des questions qui se posent. Il y a un certain nombre d'idées qui ont été avancées, des questionnements. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi aujourd'hui on met 3 heures alors que dans les années 80, on mettait 2h10 ou 2h30? Pourquoi on n'a pas anticipé? Si ce n'est d'ailleurs, si on a anticipé. Parce que si on veut fermer, parce que moi je pose la question, le projet de la société économique mixte, est-ce que ça ne préfigure pas demain une prochaine privatisation de ce qui sera jugé rentable? Donc alors, on a anticipé, oui, puisqu'on a, si j'ai bien compris, déjà supprimé plusieurs trains, 4 trains sur 14. Donc on prépare le terrain et après on dit effectivement, chiffre à l'appui, il y a une désaffection, il n'y a pas suffisamment de voyageurs. Donc vous voyez bien que ce n'est pas suffisamment rentable. Alors, il y a des responsabilités, il faut qu'on en discute. Et donc je pense, moi, que la philosophie, c'est de nouveau que le service public serait sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Alors après, il y a la question des financements, des investissements. Il y a des propositions qui sont faites. Alors, 125 millions d'euros, j'ai regardé dans le document de la SNCF, 200 millions d'euros. Alors, si j'étais polémique, et vous savez que je ne le suis pas, je pourrais dire, mais regardons un peu le rapport de la Cour des comptes, qui a quand même épinglé Guillaume Pépi, puisque, qui a été mis en place par Sarkozy, entre 2007 et 2010, on a dépensé quand même, en moyenne annuelle, 210 millions d'euros de budget de communication à la SNCF. Quand on veut trouver de l'argent, on en a. Par contre, plus fondamentalement, et je pense qu'aujourd'hui, ça déborde notre cadre, ça déborde notre sphère. Il y a des gens qui s'interrogent aujourd'hui sur le fait de renationaliser les sociétés d'autoroutes qui ont été privatisées sous De Villepin, notamment en 2005. On a bradé, ça a rapporté 14 milliards d'euros à l'État. Alors que d'ici 2032, d'ici la fin de la concession, les sociétés d'autoroutes vont empocher plus de 40 milliards d'euros. C'est un bénéfice en moyenne annuelle de 2 milliards d'euros qui devait tomber dans les caisses de l'État pour justement servir au financement des infrastructures ferroviaires. Et puis il y a ce scandale de l'écotaxe, sur lequel certainement le débat reviendra. Donc moi je pense qu'il faut effectivement se mobiliser, parce que le service public, nos détracteurs, ils disent mais
Ça coûte trop cher le service public. Mais jamais il pose la question combien ça rapporte en efficacité socio-économique pour la collectivité nationale. Voilà le choix de civilisation, le choix de société qui est posé ce soir. Donc comme la SNCF, et notamment le train jaune qui appartient à la SNCF, la SNCF appartient donc à la nation. Donc elle n'appartient pas aux technocrates, ni aux élus, ni aux syndicats, ni aux cheminots, elle appartient à la nation. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre le niveau du débat et l'intervention citoyenne. Il faut faire donc monter les exigences. Et pour ce qui concerne mon association, nous on est disponible, bien sûr, il faut travailler les convergences. Cheminots, usagers, élus, population, citoyens. Et là, je reprendrai cette affiche pour terminer, cette belle affiche où il y a marqué « Là où le train passe, la vie reprend ». Eh bien, il faut redonner effectivement des belles couleurs au service public et je pense que ce soir, on ajoutera une pierre à cette ambition. Je vous remercie. Bien, merci M. Didier Lorest. Donc, je pense qu'au travers des différentes interventions et le préambule donc, du président de la Commission économique, il y a matière, je pense, à animer le débat et à susciter chez vous, je pense, pas mal de questionnements. Je propose effectivement qu'on passe donc à un débat interactif. Alors, compte tenu que certains impératifs horaires, parce qu'ils viennent de la capitale, donc ils doivent partir vers 21h, donc s'il est 19h05, on va essayer de clôturer nos travaux entre 20h et 20h15. Je sais que c'est un peu court, mais je demanderai un peu de discipline, d'intervention être assez concis, je veux dire, et de ne pas trop s'éterniser. Je vous remercie. Donc, on va prendre les questions. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler dans la salle. Ça y est, ça circule. Voilà, vous levez la main et on vous amène le micro. Oui, bonsoir, Jacques Forcat, d'Usager. Je pense que, par exemple, la Cerdagne n'est pas nulle économiquement, mis à part les activités donc, de tourisme et de ski. Et elle n'est pas nulle ni d'un côté ni de l'autre de la frontière. Est-ce qu'il ne faut pas, y compris penser le développement, donc tout à l'heure la question de l'Europe, de l'intervention de l'Europe a été un peu esquissée, mais est-ce qu'il ne faut pas penser, y compris le maintien et le développement donc, de ces lignes-là, en se basant sur le transfrontalier, hein? Il ne faut pas être frileux sur ces questions-là, parce que de toute façon, si une concurrence autre que SNCF doit se passer, elle se passe. De toute façon, hein, c'est pas le problème la SNCF. Il ne faut pas être frileux sur la question de traiter cette question communément avec les autres pays. Parce que cette ligne, donc, elle peut être à Bourg-Madame, par exemple. Il y a moins de distance pour poursuivre une ligne de Bourg-Madame à Pucerda. Hein, une petite ligne donc, qui ferait la jonction et qui permettrait peut-être effectivement d'élargir les capacités de trafic. Voilà. J'aurais d'autres choses à dire, mais ce n'est pas la peine de monopoliser le débat là-dessus. Merci. Bonjour, Georges Bartoli, j'habite en Cap-Cyr, donc usager potentiel du train jaune. Je dis potentiel parce que comme vous le savez, pour utiliser le train jaune comme un service public, il faut être ou très motivé, ou très riche, ou avoir beaucoup de temps. Et voilà, moi je voudrais intervenir d'abord pour vous annoncer une possible bonne nouvelle. L'enfant n'est pas encore né, mais il est en gestation. C'est la création d'un comité de ligne sur le Haut-Conflans, la Cerdagne et le Cap-Cyr, auquel on est en train de travailler. Parce que les gens qui habitent là-haut, on n'a rien contre le tourisme, puisque la moitié des gens qui vivent là-haut en vivent du tourisme, donc personne n'est opposé à ça. Mais on a aussi besoin de services publics. Et aujourd'hui, le train jaune n'est, je regrette la brutalité du propos, n'est plus un service public. Il n'est plus un service public, non pas parce qu'il ne pourrait pas l'être, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec un train qui partirait suffisamment tôt de Font-Romeu toute l'année, à 5h30 ou à 6h du matin, on pourrait être à Paris ou à Barcelone avant midi, ce qui mettrait notre territoire à une distance raisonnable et à peu près similaire à celle de tous les territoires français. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on sait que... moi, j'ai toujours une question qui me vient à l'esprit. Qui veut la peau du train jaune ?
La région se renvoie la balle à la SNCF qui répond que c'est la région. Moi aujourd'hui je ne vais pas arbitrer le débat de savoir qui est-ce qui veut la peau du train jaune. Ce que je sais c'est qu'il y a un contrat sur le train jaune. Il y a un contrat sur ce train qu'on a laissé vieillir, qu'on condamne à mourir. C'est la vieille histoire du chien malade. Ce train, il est menacé depuis 1968, je crois, si j'ai bien retenu l'histoire. Il y a eu de belles luttes pour le sauver. Il y a eu de belles décisions gouvernementales pour le sauver à une époque. Il y a longtemps que c'est plus le cas. Aujourd'hui, ce train, il est objectivement menacé. Et ce que je voudrais dire, moi, on va le faire court sur les horaires, sur les tarifs prohibitifs, sur tout ça. Mais puisqu'aujourd'hui, l'autorité de tutelle, grâce à la LOTI et la région, Languedoc-Roussillon, qu'elle est dirigée par quelqu'un qui, après avoir dirigé le département, à ses amis, à tous les niveaux politique de la région. Moi, je voudrais juste demander à Jean-Claude Guessot, qui est dans la salle, de transmettre juste cette demande au président Bourquin. C'est que la région Languedoc-Roussillon qu'il préside ait le même courage politique aujourd'hui que le département des Pyrénées-Orientales qu'il présidait à l'époque, quand ils ont pris la décision sur la proposition de Jean-Louis Alvarez de créer un bus à 1 euro. C'était une proposition qui, économiquement, était une ineptie à l'époque. C'était indéfendable économiquement. Et aujourd'hui, c'est un grand succès économique. Et en plus du grand succès économique, c'est un grand succès d'aménagement du territoire. C'est un grand succès de civilisation, de mode de vie. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'un train jaune. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il soit à 1 euro, le débat n'est pas forcément là. Mais on a besoin d'un train jaune de service public. Et on a besoin d'une région qui ait le courage politique de faire un peu ce que précisait Charles Fitterman, c'est-à-dire de ne pas chercher... moi, je veux bien qu'on demande quelle est la rentabilité financière de la route nationale 116, du lycée de Font-Romeu et autres équipements. Le train jaune est un équipement, c'est pas un train touristique. C'est un train de service public qui plaît aux touristes. Et c'est un train de service public qui a une chance unique en France, ou presque, c'est d'avoir la chance de plaire au public et donc d'avoir un financement par les usagers exceptionnel. Donc, il faut que aujourd'hui la SNCF prenne ses responsabilités. Il faut que, je pense que la région Languedoc-Roussillon les prenne aussi, qu'elle tienne la dragée un peu plus haute aux technocrates du rail et qu'on ait enfin un vrai service public ferroviaire dans ce département. Merci. Est-ce que ça... Oui, ça marche. Je m'appelle Jean Monestier. Je vis au Soleil, mais j'ai de la famille à Prades. Je connais un peu la vallée de la Tête depuis des dizaines d'années. Et par ailleurs, j'ai travaillé un peu l'économie et ces dernières années l'écologie. J'avais brouillonné 2 pages là, mais je vais aller à l'essentiel puisque des choses ont déjà été dites. On a évoqué l'économie énergétique. Effectivement, on ne donne jamais le coefficient. Je pense que c'est entre 2,5 et 5. Un cheval tire 2 tonnes sur route et tire 10 tonnes sur les rails. C'est pour ça qu'on a inventé le rail dans les mines anglaises au XVIIIe siècle, pour que les chevaux sortent le charbon en plus grande quantité. Bon, il y a une chose que je voulais rappeler, c'est le rapport au public. Le public, il n'est pas quand même en masse. Alors, c'est vrai que la SNCF a des techniques, et j'en ai observé plusieurs, je ne vais pas vous raconter les détails, pour foutre en l'air la demande sur des lignes qui ne sont pas TGV. Et, par exemple, essayez de demander un billet Prades-Axles-les-Thermes. Vous allez voir comme c'est rigolo. On vous fait passer par Toulouse, c'est évident, quoi. Je veux dire, voilà, etc. Et c'est des conducteurs des wagons-lits qui m'ont appris ça. Ils m'ont dit, on nous a dit qu'on n'était plus offert à la vente. Et à partir de là, les wagons-lits, terminés. Or, les wagons-lits, c'est un moyen de transport professionnel, tout à fait rationnel, à l'époque où ils existaient. Bon, efficacité de la transition énergétique, vous l'avez déjà évoqué, monsieur, donc j'emboîte le pas. Il y a le schéma négawatt qui parle de la bascule des énergies de stock, y compris pétrole et uranium, vers les énergies de flux, qui sont les énergies renouvelables, mais aussi de sobriété et d'efficacité. Alors pour la sobriété, on n'y est pas encore parce qu'on a de très mauvaises habitudes. Moi, j'ai 4000 voitures qui traversent le Soleil tous les jours, je veux dire. Et quand je vois au passage à niveau de Marquichane, le dimanche soir, la file de voitures qui descendent de Cerdagne, je suis catastrophé. C'est plusieurs centaines de mètres de voitures qui descendent de Cerdagne. Et dans le train jaune, qu'y a-t-il? Alors, il y a un peu d'espoir. Dans le train qui descend, par exemple, de Villefranche au Soleil, j'ai rencontré des gens
qui prennent le train tous les jours et au Soleil, ils reprennent leur voiture parce qu'ils vont à Tuire. Mais ils m'ont dit, on a fait les calculs et avec le train à 1 euro, il est plein, il n'y a pas photo. Bon, c'est un choix économique, mais la demande peut revenir. Ça, c'est sûr. Et une demande importante. Qu'est-ce qui va se passer avec le pétrole? Son prix a été multiplié par 5 en 10 ans. Pour l'instant, rien ne change. Parce qu'on était riche, parce que les carburants, on a étranglé plus ou moins les taxations, etc. Ça n'a pas suivi. Il y a l'histoire du fuel, etc., du gasoil, etc. Mais il est fort possible. J'ai filmé un colloque à l'Assemblée nationale en janvier 2011, où on a parlé du pic pétrolier. Et si vous voulez, on a un retraité de l'industrie pétrolière, M. Durand, Bernard Durand, qui nous a dit, il nous a fait un exposé, et il nous a dit, le prix va encore augmenter, et si nous ne faisons rien, ça atteindra des sommets. Parce que la Chine, où on construit 20 millions, on met en circulation 20 millions de voitures par an, hein, et ce chiffre est déjà dépassé, parce que c'était 14, c'est 17, c'est 20, ce chiffre est déjà dépassé. Et l'Inde arrive sur le marché, et si nous ne contrôlons pas notre consommation de pétrole, monsieur l'a dit, donc je ne vais pas revenir dessus, on va être très mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut anticiper, effectivement. Or, on anticipe. Moi, je vois la transition énergétique, je vois des maisons toujours en parpaing construites, je vois des nuées de voitures sur les... Oui, oui, je suis Désolé, mais... Bon, je vois des nuées de voitures, rien ne change, alors que si on n'anticipe pas, y compris en pompant sur les crédits des autoroutes, il y a 1000 kilomètres d'autoroutes qui sont prévus en France. Et on a une 4 voies de I à Prades. Je suis désolé, c'est de l'argent qui est foutu par les fenêtres. Voilà. Merci. Avant de laisser la parole au prochain intervenant, je vais passer la parole à M. Roger Densiger pour l'UNSA Cheminot. Oui, merci Olivier de me donner la parole et surtout merci d'avoir organisé cette soirée qui, sans aucun doute, au regard de la salle, montre l'intérêt et le souci que les uns et les autres portent à ce sujet, il est vrai, préoccupant. Alors, j'avais également préparé quelques mots d'intervention, mais je vais le faire un peu différemment parce que mon accent me trahit un peu, vous le comprenez, je ne suis pas tout à fait de la région. Pour autant, j'ai rencontré quelques anciens collègues de ma région alsacienne. Et pour vous dire un seul mot sur l'engagement de mon parcours syndical qui a démarré par une volonté dans les années 90 d'une fermeture d'une ligne de voie unique sur laquelle je travaillais. Alors, ça a fait à l'époque un tollé. On s'est mis à travailler. J'ai entendu tout à l'heure, ça aurait pu faire partie d'une de mes propositions, de la création d'un comité de ligne. C'est ce qui a été fait sur la ligne où j'ai travaillé. Aujourd'hui, 20 ans après, il y a 10 fois plus de trains et 100 fois plus de voyageurs. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que là où il y a volonté, il y a chemin. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans cette salle où je me suis retrouvé aux alentours de 95, où on était de manière plurielle dans une salle à dire tout ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, le contexte, il est vrai. Il est compliqué. Ça a été rappelé par Didier ou par d'autres. Je veux dire, on est dans un contexte européen compliqué, contexte européen qui ne jure par que l'ouverture à la concurrence. Et Dieu que ça va être un sujet prégnant. Autre sujet, ça a été évoqué également, réforme du ferroviaire. Alors là, on attend un peu, mais toutes les craintes se posent à nous. Et également dans une situation, dans un contexte où il n'y a pas un politique, il n'y a pas un ministre, pas un député qui nous rappelle tous les 2 jours le manque de deniers publics dans les caisses de l'État, des régions ou de toutes les collectivités. Alors oui, c'est un sujet compliqué. Et un sujet compliqué où la majorité de ceux qui s'expriment sur le dossier, ou certains, en tout cas, limitent leur approche uniquement par les aspects économiques. Alors, bien évidemment, c'est selon nous, un regard très très limité sur le sujet. Ça a été évoqué également, mais je souhaite également le rappeler. Il y a vraiment là des problématiques d'aménagement du territoire où ça appartient à nos politiques de prendre des responsabilités. Il y a des aspects touristiques. Là également, c'est à mettre dans le dossier.
Il y a une question de sauvegarde du patrimoine, et derrière, sans le cacher, qu'il soit direct ou indirect, il y a une question de l'emploi. Et ça, là, en tant que partenaire social, en tant qu'organisation syndicale, l'aspect de l'emploi, pour nous, n'est pas négligeable, et voire même, au contraire, est une priorité. Alors, quelque part, cette démarche, moi, je retiens cette démarche comme le lancement, l'initiation d'une dynamique. Parce qu'aujourd'hui, ça ne pourra pas se solutionner à un seul colloque. Donc là, on est sur un point de départ où, effectivement, il faut créer les conditions pour réunir les partenaires qui sont financeurs de ce train jaune, élargir les contributeurs, mais là aussi, je l'ai entendu dans la salle, l'aspect européen n'est pas écarté. On est là tout près de la frontière. Et d'un autre côté, il faut créer également un front revendicatif. Parce que s'il n'y a personne pour faire bouger les choses, s'il n'y a personne pour montrer du doigt ce qui va ou qui ne va pas, et dans ce sens-là, les organisations syndicales que nous sommes, les cheminots, les usagers, les associations d'usagers, les défenses de consommateurs, tout le monde a un rôle à jouer, et c'est bien cette dynamique-là qu'il faut soutenir. Et c'est cette dynamique-là que, autant sur l'exploitation, l'entretien du matériel ou de l'infrastructure, il y a une vraie matière à travailler, et l'UNSA Cheminot est également là pour ça et pour vous soutenir dans cette démarche. Merci Roger. Donc, monsieur au fond de la salle là-bas, oui. Ah, pardon. Bon. La dame après. Bonsoir. Moi, je suis usager potentiel. Pour toutes les raisons qui ont été dites, je ne prends pas le train jaune. Et nous avons la chance d'avoir monsieur le représentant de la région, monsieur le vice-président, monsieur Guessot. Donc, j'aimerais entendre vos impressions sur tout ce qui se dit et surtout vos idées concrètes sur le sujet. Merci. Merci. Je prends la question suivante et puis après, monsieur Guessot pourra intervenir. Bonsoir. Alors, je me présente, Rolf Jérôme, je suis conducteur au train jaune. Donc, en fait, la question de la dame rejoint un peu la mienne, parce que je pense que la majorité des personnes qui sont ici veulent la même chose. Par contre, on a la chance d'avoir M. Guessot, représentant de la région, qui ne s'est pas encore exprimé. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est au niveau de la région, leur intention, parce que c'est quand même avec la SNCF les premiers concernés sur notre avenir. Et donc, savoir exactement pourquoi mettre en place une SEM, pourquoi maintenant, et pourquoi refuser que l'évolution du service public et la rénovation de ce train. Voilà. Donc, M. Guessot, si vous voulez bien nous répondre. Merci. Donc, tradition donc à M. Guessot pour la réponse. Merci de me donner la parole. C'est sympa. Franchement, j'ai eu peur à un moment donné d'être vous voyez, un peu laissé sur la touche. Et là, merci. Alors, donc je viens parce que le président de la région, Christian Bourquin, m'a demandé de le remplacer. Et donc, je vais vous dire des positions, la position de la région et la position de Christian Bourquin. Mais avant, comme il a été question du passé, de quelques mots, si vous voulez, puisque, en plus d'être vice-président de la région sur les questions de l'Europe, il en a été question aussi, et je crois que cette idée est très intéressante, il faut la creuser. Avant d'être vice-président de la région sur les questions de l'Europe, j'étais vice-président sur la question des transports. Et nous avons eu l'occasion de parler, dès ce moment-là, du train jaune. Et avant, mais il y a longtemps, il y a 12 ans, j'étais ministre de l'équipement, des transports et du logement. Pendant 5 ans. Alors, puisqu'il a été question de ce qui a pu se faire, ou plutôt, quand je regarde la problématique posée par le train jaune comme celle posée par la ligne Béziers-Neussargues-Clermont ou toutes les autres qui ont été citées par Didier le reste tout à l'heure, je constate une chose, que ces lignes
ont continué à fonctionner grâce à la mobilisation des cheminots, grâce à la mobilisation des élus, des intéressés, de tous ceux qui étaient intéressés par l'activité de ces lignes, et que lorsqu'il y a eu une convergence avec des choix gouvernementaux qui n'étaient pas ceux de la rentabilité immédiate, exclusive dont on a parlé, eh bien, quelques progrès ont été faits. Oh, tout n'a pas été fait. Moi, il y a eu, sous ma période, que 41 000 embauches au statut de cheminot. 41 000. Hein? J'aurais voulu qu'il y en ait davantage. Mais il n'y en a eu que 41 000. Et puis, il y a eu la loi SRU. La loi SRU, c'est la loi que nous avons initiée et qui a permis que, justement, les TER existent, c'est-à-dire la régionalisation du transport ferroviaire. Nous l'avons fait avec à la fois le souci de l'efficacité et le souci de l'unicité. Nous l'avons fait y compris en intégrant dans la loi la possibilité de créer des comités de ligne qui n'existaient pas avant. Et en nous appuyant sur la loi qu'avait faite Charles Fitterman, dont il a parlé à juste titre, la LOTI, la loi d'orientation sur les transports. J'ouvre une parenthèse, dans les années 80, au moment où Charles Fitterman était au gouvernement, nous étions ensemble dans la même organisation politique, et je me souviendrai toujours quand il nous disait, il nous expliquait, mais il faut opposer à cette rentabilité financière la rentabilité sociale, c'est-à-dire l'intérêt général. Cette démarche-là, qui a fait, y compris, mais j'y suis pas arrivé, de poser comme condition pour le transport ferroviaire du fret le doublement en 10 ans du transport ferroviaire du fret. On a vu ce qu'il est advenu dès qu'on a été viré et c'est dans cette même période que nous nous sommes opposés à la privatisation des autoroutes au nom d'une loi que nous avions fait inscrire qui permettait d'obtenir des dividendes des sociétés d'autoroutes des moyens de nourrir financièrement les autres modes de transport. C'est à ce moment-là. Mais dès que Raffarin est arrivé, dès que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, concernant le trafic ferroviaire et les nombres de cheminots qui ont été supprimés dans la filière du transport de fret. Concernant la privatisation. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, avec votre discours politique, on n'entend que de ça, des discours politiques. Seulement, vous vous éloignez de la question et vous ne m'avez pas répondu à la question. Pourquoi la région veut instaurer une société d'économie mixte au train jaune au jour d'aujourd'hui? Voilà. Vous êtes représentant de la région. Donc répondez, s'il vous plaît, tout simplement, sans langue de bois, à la question et arrêtez les discours politiques. Ça fait 1 heure qu'on est là et on entend parler de tout, mais voilà. Parlez-nous du train jaune, s'il vous plaît, et de l'avenir du train jaune. C'est bien aussi de savoir que si, quand il y a eu cette convergence, y compris pour le train jaune, y compris parce qu'il y a eu la régionalisation, y compris si aujourd'hui on peut parler de la convention et de défendre la convention qu'on doit signer entre la région et la SNCF, c'est parce qu'il y a une convention et que cette convention existe, qu'il faut que ce soit un point d'appui, y compris pour la lutte que vous menez. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, nous, on veut que ça reste service public. Mais pour que ça reste service public, il faut renouveler la convention en intégrant le train jaune dans la convention. Oui ou non? Non, mais c'est notre demande. Hein. Mais tout à fait. Mais c'est notre demande. Mais non, je parle. Mais non. Mais non, mais c'est pas de ça.
Ben, bon, on est en train de s'égarer. C'est pour ça que c'est important qu'on sache de quoi on parle. Je parle de la convention du fait de la régionalisation des transports ferroviaires. Ça date de 2002. Ça date pas de 82. Ça date pas de Charles Fitterman. Demandez-le lui. Mais enfin, si vous parlez pas des choses concrètes, vous pourrez dire n'importe quoi et tu entendras des discours qui seront des langues de bois. Moi, je te dis, y compris pour défendre, parce que c'est compliqué que chaque fois il a fallu pour défendre une ligne, pour défendre un principe, notamment celui du service public. Et je peux vous dire là, ici, au nom du président Bourquin, qu'il est hors de question. Écoutez, moi, je veux bien, hein, si vous... Comment... C'est toi qui préside? Non, attention. Allez-y, terminez. Il est hors de question. Il est hors de question qu'on touche, qu'on laisse affaiblir ou démanteler le train jaune pour sa triple dimension. D'abord, celle de sa dimension de service public de l'intérêt général. Premièrement. Deuxièmement, parce que par rapport à ce que ça représente, concernant à la fois le patrimoine, mais concernant également le développement économique de tout un secteur, de toute une région, y compris l'emploi, y compris que quand nous nous sommes expliqués pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour les rames, ainsi de suite, est-ce qu'il en fallait des nouvelles ou est-ce qu'il fallait remettre en l'état, refaire dans l'état actuel pour pouvoir poursuivre après 2014. Parce qu'il y a les problèmes de sécurité, parce qu'il y a tout ça, etc. Nous sommes allés dans ce sens-là, y compris pour que ce soit Béziers, parce que c'est des emplois et des centaines d'emplois qui sont concernés. Quelqu'un l'a dit, il faut intégrer la notion de l'emploi, mais bien sûr. Donc, ne vous méprenez pas. Ce qu'on a comme élément, c'est un rapport de la SNCF après une étude qui ne nous satisfait pas. Et il n'est pas question de privatiser. D'ailleurs, qui vous voulez qu'ils prennent? Quelle entreprise privée prendrait quelque chose qui n'est pas rentable déjà? Une filiale de la SNCF. Non, mais écoute, ça ne va pas être un dialogue. Hein. Tu me laisses achever et après tu diras ce que tu as à dire. Pardonne-moi, parce que sinon c'est un dialogue. Moi, je suis capable de faire un dialogue. Non, mais d'accord, je finis et après je rends le micro, je ne parle plus. Je finis. Pardonne-moi. Donc, ce que je dis aujourd'hui, étant donné la difficulté, parce qu'elle est réelle la difficulté, parce que la régionalisation, c'est pour l'exploitation. C'est pas pour payer les infrastructures, mais enfin, on nous l'a assez reproché qu'on mettait l'argent justement sur les infrastructures. La régionalisation, c'est pour l'exploitation. Or, actuellement, qu'il s'agisse du matériel, qu'il s'agisse des infrastructures, ce sont des dizaines et des dizaines de millions qu'il faut sortir. Et la région, elle a déjà commencé. Sur les 10 millions qui ont été mis en œuvre, d'ores et déjà, la région elle a mis 3 millions pour pouvoir poursuivre l'activité. Il ne faut pas dire la région n'a rien fait, mais la région elle le fait aussi en fonction de ses moyens, alors que ce n'est pas dans sa compétence. Ce qui est dans sa compétence, c'est la gestion des trafics, c'est la gestion de l'exploitation de la SNCF. Voilà, donc en résumé, soyez tranquilles que vous aurez avec vous, sans négliger les problématiques. Par exemple, quand j'entends le tourisme, c'est bien joli, mais c'est secondaire. Non, la chance que nous avons, y compris pour défendre le service public, c'est de nous appuyer sur cette réalité du train jaune, c'est que les 2/3 pratiquement des voyageurs se font sur la base du tourisme. Et nous sommes, nous, les 2/3. Et ça se fait sur des périodes, données. Mais nous, comme nous voulons continuer à ce que ce soit le service public, et pas seulement sur une période donnée, et que ce ne soit pas que pour les touristes, mais que nous voulons en même temps faire le train à 1 euro, pour les locaux, pour ceux qui, comme nous allons le faire dans toute la région, pour le transport de TER. Si on ne prend pas en compte cette dimension qu'on ne peut pas payer la région la différence du coût du billet par rapport aux touristes, aux 130 000 touristes, il faut bien trouver une solution pour pouvoir faire payer aux touristes
eh bien, le prix qu'ils doivent payer, sinon on est obligé de compenser, nous, à la SNCF. C'est comme ça que ça se passe. Mais enfin, ne partez pas de l'idée qu'il suffit de dire il y a qu'à il faut. Chaque fois que vous êtes face à un problème, eh bien, oui, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir. Donc nous, d'une part, nous avons dit à la SNCF et à la CGT qui le sait, que nous n'étions pas satisfaits des résultats de l'étude et des scénarios qu'elle a proposés. Donc déjà, vous êtes tranquille de la position de la région. Ah, vous n'êtes pas tranquille par rapport à la SNCF, ça vous regarde. Et ça regarde la SNCF. Mais nous avons dit à la SNCF que nous n'étions pas d'accord avec les scénarios qu'elle a proposés. Donc, ils ont été donnés tout à l'heure, les scénarios. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on n'est pas d'accord, qu'on se trouve dans cette situation, eh bien oui, je pense qu'il faut remettre les choses et regarder à nouveau et travailler ensemble, y compris nous sommes prêts à regarder, de lancer une étude pour voir et l'impact économique, et l'impact social, et l'impact touristique, y compris avec la dimension transfrontalière, internationale. Nous sommes prêts, mais avec l'objectif, on ne laissera pas fermer et éteindre le train jaune dans votre territoire, dans la région et dans la France, parce que je considère que c'est, oui, un patrimoine local, départemental, régional et national. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à tes questions. Je vous remercie. On va prendre d'autres questions. Donc, il y avait juste pour répondre, finir, après je ne parle plus. Je vous remercie d'avoir répondu et je suis content, comme tous mes collègues, de savoir qu'on n'a rien à craindre au niveau de la région. Donc notre seul combattant sera la SNCF maintenant. Merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît. J'ai le micro là. Liberto Joffre. Voilà, donc je pense que le message qu'on a essayé de faire passer auprès de la région a été entendu par Jean-Claude Guessot et que l'opinion de ce département des populations des cheminots et d'un certain nombre d'élus et d'usagers, il est clair. Et que pour le moins, pour la région, le train jaune, c'est un sujet pour le moins sensible. Mais, car il y a un mais, on n'a jamais accusé la région. On dit des choses. On n'est pas satisfait d'un certain nombre de choses, mais on ne l'accuse pas pour autant. Par contre, on a des choses à dire à la SNCF. Alors, que la personne qui représente la SNCF se trouve mieux assise dans le public plutôt qu'à la tribune, je peux comprendre. Parce que c'est difficile de faire face là. Parce que celle qui met le train jaune aujourd'hui en difficulté depuis des années, c'est quand même la direction de la SNCF. C'est son type de gestion du train jaune. Aujourd'hui, le train jaune, c'est une gestion complètement éclatée. Les uns sont gérés par Narbonne, les autres sont gérés par Perpignan, d'autres sont gérés par je ne sais pas où, enfin bref, par Montpellier, etc. Donc, il y a déjà ce problème. Une des premières revendications, c'est toujours de mettre une gestion centralisée à Villefranche, qui est l'autorité sur tous les services et qui gère le train jaune depuis là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le problème de la tarification. Ça dépend de la SNCF, la tarification. Ça ne dépend pas de la région. Alors, Madame Turon, depuis 1981, les résidents de Cerdagne ont droit à la carte 50% de réduction grâce à l'intervention du ministre Fitterman ici présent. Comment se fait-il que depuis cette date-là, la direction SNCF trompe les usagers, les habitants de la Cerdagne et les touristes en faisant payer le double, c'est-à-dire 126 km, au lieu de leur faire payer 63 km. Donc il serait peut-être temps que la direction de la SNCF revoie ses classiques et remette le train jaune au tarif normal de la SNCF. Ça, c'est une exigence immédiate. L'autre problème, alors qui vous dépasse certainement, mais d'autres problèmes, par exemple, la SNCF ne s'est pas privée de vendre la poule aux odeurs. Autrement dit, l'énergie. Et elle a vendu à qui? À un groupe belge qui maintenant est à coquiner avec la banque Suez. Il faut que vous sachiez que les usines hydroélectriques de Cerdagne, elles produisent par an en moyenne 200 millions de kilowattheures et que le train jaune en consomme 1,2 million. Le reste, c'est vendu.
Jamais ça n'a été pris en compte par la direction de la SNCF, ça. Et donc, maintenant, elle l'a vendu, donc c'est difficile à revenir, certainement en arrière, encore que on pourrait peut-être, M. Guessot, gratter sérieusement le problème de la convention des bouillouses, qui existe encore, enfin, pour une partie, depuis 2002. Ça mériterait qu'il y ait des choses qui soient faites là-dessus. Mais d'autres cas de la SNCF. Pourquoi la SNCF, le train jaune aujourd'hui, pour monter, il roule à 18 à l'heure? Eh bien, vous savez pourquoi? Parce qu'on manque de courant dans le 3e rail. Il faut 850 volts pour que le train jaune roule. Il y a des moments où il n'y en a que 600 volts. Donc on ne peut pas tirer le train jaune. C'est clair. Pourquoi? Eh parce qu'on a fait sauter la sous-station d'Estavar. Il faut une sous-station tous les 13 km. Il n'y en a plus, tous les 13 km. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Aujourd'hui, on supprime 4 circulations à partir de cet été. Alors, touristique ou pas touristique, vous voyez un peu les gens comment ils vont être contents. Pourquoi on supprime ça? Sous prétexte de quoi? Eh bien, il y a des technocrates à Paris, à la direction générale de la SNCF, qui ont décidé que le système d'exploitation n'était pas fiable au niveau sécurité. Eh bien, écoutez, mes camarades, et les gens qui sont là, en 85, quand ce système d'exploitation a été mis en place, qui s'y est opposé? Nous, les cheminots en premier, on s'y est opposé. Qu'est-ce qu'on a eu? On a été sanctionnés, on a été révoqués de la SNCF, il y a 30 ans pour ça. Et aujourd'hui, parce qu'on ne voulait pas ce système d'exploitation, et aujourd'hui, on vient nous dire, ce système d'exploitation n'est plus fiable. Qui avait raison? C'est la SNCF ou c'est nous? Alors, messieurs les technocrates parisiens, revoyez votre copie et remettez un autre système d'exploitation avec les emplois nécessaires pour que le train puisse rouler normalement et qu'au lieu de 10 trains, on ait 14, voire 16 trains par jour, comme il devrait y en avoir. Et regardez aussi, je termine là-dessus, regardez les horaires, parce que les horaires, c'est un véritable scandale, hein, de ne pas avoir des correspondances nécessaires, que ce soit à la Tour de Carole ou que ce soit à Villefranche ou à Perpignan, pour avoir des horaires, comme l'a dit Georges Bartoli par exemple, aujourd'hui, eh bien écoutez, on pourrait, avec la modernisation, avec la réfection de la voie, alors je vous signale quand même que pour la modernisation de la voie, on est en train de nous endormir un petit peu là aussi, hein, parce que depuis 1987, hein, c'est 87, ouais, on me démentira si je me trompe sur la date, RFF, encaisse en moyenne, 97, pardon, tu vois, voilà, excusez-moi, je voulais pas être vieux moi, mais ça arrive ça, 97. RFF encaisse en moyenne, pour le train jaune, pour que la SNCF puisse faire rouler le train jaune, encaisse en moyenne 800 000 euros par an, qui normalement devraient être investis sur la voie, pour la moderniser. Aujourd'hui, on investit sur la voie, on n'investit pas 3 millions de la part des RFF. Et en plus, on investit du rail neuf, oui, on ne change pas toutes les traverses, on ne change pas le ballast, et on n'augmentera pas la vitesse du train. Ça veut dire que pour aller, par exemple, à Barcelone, alors que de Font-Romeu, on pourrait y aller en 3 heures facilement, on ne pourra pas le faire non plus. Donc on reste dans un mode de gestion et de fonctionnement technocratique et complètement archaïque. C'est ça. Alors que le train jaune, je m'arrête dessus, pour moi, le train jaune, et pour beaucoup, c'est le train du modernisme et c'est un train d'avenir. Merci. Merci. On mesure donc la passionnance de débat, c'est intéressant. Donc j'ai un intervenant là-haut, j'en ai un là-haut, un là, et là ça fait 4, et il est 19h40. Donc il nous reste encore à peu près 30 minutes, hein, enfin on va dire 25 minutes. Hein. Je laisserai aussi la parole tout à l'heure à Gilbert à la fin. Donc soyez brefs vos interventions s'il vous plaît. Je vais être plus court que Liberto. Au-delà du débat direction SNCF ou on va dire les élus politiques de la région, c'est bien joli de se renvoyer un coup sur Mme Thuron, un coup sur M. Guessot qui représente M. Bourquin. La direction SNCF est mise en place par le gouvernement, il me semble. Donc la politique que mène la direction SNCF est du même côté que M. Bourquin. Donc on ne peut pas s'en prendre à la direction SNCF si on ne s'en prend pas à M. Bourquin. Donc voilà, ce qu'applique Mme Thuron, on va dire, c'est M. Bourquin qui lui demande. Au sujet de la SEM, parce qu'on a parlé de mission publique, de tout ce qu'on veut là, de service public, mais fait par qui? Est-ce qu'on le fait par une délégation de service public? C'est la question est là aujourd'hui. Est-ce que c'est une délégation de service public en créant une SEM? Aujourd'hui, la SEM, on sait ce que c'est. À Saint-Charles, on a une SEM qui a été créée au niveau du fret. C'était Novatrace qui a repris le trafic, donc c'est l'aglo, encore M. Bourquin, qui vient de créer une SEM. Il ne fait pas travailler le service public,
Il fait travailler Régiorail aujourd'hui. Novatrans a confié le trafic à Régiorail, une entreprise privée, société anonyme, pour qu'il y ait des actionnaires derrière qui prennent de l'argent. Donc une SEM, on sait ce que c'est. La question du train jaune, du débat du train jaune, c'est SEM ou pas SEM. Est-ce que c'est service public, délégation des services publics, ou c'est où on fait travailler une entreprise publique? Elle est là la question. Les cheminots, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Parce que demain, on peut travailler dans le privé et travailler pour une délégation des services publics et faire fructifier de l'argent pour des actionnaires. Donc la question est là. Depuis après, on parle c'est sûr, le train jaune ne sera jamais privatisé, ça coûte trop cher. La rénovation, personne ne la prendra. Par contre, des entreprises privées qui voudront prendre la délégation des services publics pour se remplir les poches avec l'argent des contribuables, là, il y aura du monde au portillon. Veolia les premiers ou d'autres entreprises privées. Donc que compte faire le Conseil général par rapport à ça? La question est là, parce que tout à l'heure vous avez dit vous privatiserez pas, c'est sûr, ça ne sera pas privatisé. C'est la région qui va le prendre, mais qui sait qu'elle va faire travailler? Une entreprise de services publics ou ce sera une délégation des services publics? Voilà, j'en reste là. Et on a le cas de la SEM au niveau du fret, où on sait ce que c'est aujourd'hui. Les cheminots, ils travaillent plus sur Novatrans. Il y a que de l'entreprise privée là. Et c'est Régiorail, via TPCF, via des subventions publiques, et il y a des personnes derrière qui se font des ronds. Et ça va pas dans la poche des contribuables, c'est les contribuables qui payent. On privatise les bénéfices aujourd'hui. On nationalise les pertes et on privatise les bénéfices au niveau de la SEM du fret. Et il faudrait pas que ça arrive au train jaune. Merci. Il y avait un mot avant, je crois. Non? Allez, Thierry, après maintenant. Ouais, Thierry Desbruères, je suis le responsable régional de la CGT Cheminot. D'abord, je déplore l'absence de la direction régionale SNCF. C'est pas faute de les avoir prévenus parce que ça fait 2 mois qu'ils sont prévenus. Bon, moi, je déplore qu'ils aient envoyé une responsable départementale alors que ce dossier est traité au niveau régional. Par rapport au dossier train jaune, ça fait quand même quelques années que la CGT s'est emparée de ce dossier. Ça a commencé par la rénovation du matériel. Bon, ça s'est élargi après à l'ensemble de la ligne. Moi, la problématique que j'ai, c'est que quand je discute avec le directeur de région, il me dit, moi, je suis d'accord avec vous, mais c'est le conseil régional qui veut pas faire, qui veut pas financer. Et quand je discute avec Bourquin, il me dit, moi, je veux faire, mais c'est la SNCF qui veut pas faire. Voilà. Donc, on assiste à une partie de ping-pong. Et ça devient intolérable. Voilà. Donc moi, il y a quelques années, on a eu un problème sur Cerbère. Jean-Claude, tu le sais très bien, tu étais au transport à l'époque. Hein. Fermeture des ateliers de Cerbère. On a réussi à échanger autour d'une table tous les intervenants et on a réussi à sauver Cerbère. Donc moi, j'espère ce soir qu'à la sortie de ce débat, on arrivera, parce que malgré qu'on le demande à la SNCF, malgré qu'on le demande à Bourquin, on n'arrive pas à mettre tout le monde autour d'une table. Donc moi, je souhaite qu'à la sortie de ce débat, on puisse organiser une table ronde avec la SNCF, le Conseil régional, RFF, l'État, parce que l'État a sa part de responsabilité, les organisations syndicales, les usagers, et que tout le monde entende la même chose et que tout le monde cherche la meilleure façon de sauver le train jaune. Donc, vous avez le micro? Quel micro? Ah, micro. Bon, il nous reste encore un quart d'heure, hein, et donc soyez bref, s'il vous plaît. Bon, moi je suis Jean-Louis Alvarez, conseiller général et ancien cheminot du train jaune. Je suis heureux d'entendre les propos du vice-président de la région, Jean-Claude Guessot, avec qui nous avons travaillé ensemble sur une étude de train jaune qui n'a jamais été publiée d'ailleurs, qui a été payée, financée, mais pas publiée, et c'est bien dommage. Mais je suis heureux d'entendre ces propos, le train jaune, on n'y touchera pas. Tout comme j'ai entendu il y a 2 mois ou 3 au comité de ligne, le seul qui s'est tenu depuis ces 3 dernières années, j'ai entendu le premier vice-président de la région, Navarro, cheminot également, paraît-il, nous dire « nous le reconstruirons à l'identique ». Eh bien, je veux dire, c'est une sacrée évolution depuis ce que j'ai entendu il y a 1 an. Je rappelle que c'est à moi qu'a été confié, je n'étais pas seul, nous étions 7 ou 8,
qui a été confié par le président de région suite à la rencontre avec Pépi, ce repas. Et c'est à moi qu'a été confiée cette idée que le train jaune n'était plus un modèle de service public, par le président de région, Christian Bourquin, que j'aime bien, c'est un ami. Le train jaune n'est plus un modèle de service public. Le train jaune doit être exploité différemment. Le train jaune, nous devons faire une société d'économie mixte. C'est moi qui me suis chargé d'alerter les cheminots sur tout ce que ces mots voulaient dire. Ça a été dit, moi je ne reviendrai pas là-dessus. Donc je suis content que ces débats aient eu lieu et d'entendre aujourd'hui qu'on s'oriente sur le chemin de peut-être faire avancer. Dans mes vœux à Christian Bourquin cette année, il me les a envoyés, je lui ai répondu. Par SMS, je lui ai mis que 2014 soit l'année du train jaune, la vraie et la bonne. Voilà les vœux que je lui ai adressés. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que la dernière rénovation à laquelle on était associés, les cheminots, quand on était actifs, elle s'était décidée en 1982. On sait pourquoi, 82. Charles Fitterman est là. Je faisais partie de ceux qui sont allés le voir, d'ailleurs, pour obtenir les 50% de réduction pour les habitants de Cerdagne, c'est-à-dire ramener le tarif normal de la SNCF pour ces gens qui habitent là-haut. Et en 82, la rénovation a été engagée, elle a duré quelques années. Et aujourd'hui, cette rénovation, elle est obsolète. On ne peut plus longtemps continuer à faire rouler des matériaux, des matériels qui ont été rénovés il y a 30 ou 35 ans. Donc, il y a urgence, vraiment urgence à engager une deuxième rénovation. Et j'y étais. D'ailleurs, je signale, vous avez sur YouTube une magnifique chanson faite par les cheminots de Béziers sur le train jaune. Allez piocher sur YouTube, vous verrez. Intelligemment, ils expliquent tout ça. Et c'est Georges Frêche, ancien président de la région, il y était aussi le président actuel, nous-mêmes nous y étions, les deux conseillers généraux qui sont ici et d'autres élus, et Georges Frêche a dit « Ok, nous allons rénover le train jaune à l'identique ». Et on sait qu'on a les moyens de le faire aux ateliers de Béziers. Moi je dis il y a urgence, et l'urgence, je rejoins l'intervenant précédent, c'est ce qu'a dit Charles Fitterman au début. L'urgence, c'est maintenant de se réunir vite autour d'une table et de poser les problèmes du train jaune. Et si la SNCF ne veut pas le faire, et il ne semble pas qu'elle ait envie de se préoccuper de ce souci, la région est bien placée pour lui emmener avec nous, avec les usagers, avec des gens qui s'intéressent au train jaune, avec les élus locaux aussi, parce que c'est quand même un patrimoine local. Voilà, moi je dis il y a urgence de se mettre tous autour d'une table. Merci. Bonsoir. Il nous reste, s'il vous plaît. Il nous reste dans 10 minutes, je prends encore 2 interventions. Après, Gilbert prendra la parole pour éventuellement conclure. Voilà. Bonsoir. J'ai écouté avec plaisir l'intervention de M. Guessot, puisque j'ai appris que la région était attachée au développement du territoire, et notamment de la Cerdagne. Donc je suis rassuré, en effet. Et en effet, je vois votre attachement au développement donc, du territoire, puisque vous financez aussi Région Rail pour sa mission. En fait, je voudrais simplement que vous nous communiquiez ce chiffre, donc les subventions que la région verse à Région Rail. Voilà, merci. Et juste en rapport avec les 125 millions nécessaires pour un train jaune efficace. Merci. Il n'y a pas d'intervention, donc... pardon. La question s'adressait quand même au vice-président concernant donc, le financement de Région Rail par la région. Oui. Le micro. Le micro. Merci, bonsoir à tout le monde. Je vais m'exprimer au nom des cheminots, parce qu'il y a des dizaines de cheminots qui sont en danger actuellement. Donc je vais faire une déclaration des cheminots à l'encontre des élus politiques et des décideurs. Nous sommes ici dans le cadre d'un débat sur l'avenir du train jaune. Je vais donc en dire 2 mots. La situation actuelle du train jaune, emblème du pays catalan, est la conséquence directe des diverses politiques successives menées depuis des années en matière de transport ferroviaire. Le manque d'investissement, la fâcheuse habitude de nos élus de considérer comme étant un coût les financements pour le ferroviaire et comme étant un investissement
les financements routiers. Ceux-ci ont conduit à une détérioration de l'offre de services publics que sont en droit d'attendre les citoyens d'une entreprise publique comme la SNCF. En laissant faire, les élus politiques se rendent complices d'une stratégie ne visant qu'à satisfaire les appétits financiers de quelques-uns au détriment du plus grand nombre d'entre nous. Cette stratégie a été expérimentée au fret, qui est en train de payer le prix fort. Les cheminots des Pyrénées-Orientales, très inquiets pour l'emploi et pour la sécurité des circulations, interpellent la SNCF, les élus politiques, les chargeurs et l'ensemble des décideurs. Sur le chantier SNCF de Perpignan-Saint-Charles, l'entreprise Novatrans, groupe Charles-André, ne souhaite plus travailler avec Fret SNCF. Elle a choisi un opérateur de droit privé, tant pour le convoyage que pour les opérations de manœuvre au sol. Ce choix va avoir des conséquences dramatiques pour les agents du Fret SNCF. Pour autant, rien n'est reproché au pôle public qu'est le Fret SNCF, tant sur la qualité du service que la sécurité de ses trafics. C'est donc bien sur des critères tarifaires que s'est joué ce contrat. L'entreprise Novatrans et autres décideurs, sous prétexte de diminution de leurs coûts de transport, appellent de ce fait au dumping social, avec de fortes présomptions de concurrence déloyale. Les citoyens que nous sommes s'interrogent fortement sur le détournement de fonds publics à des fins d'utilisation par des sociétés de droit privé. En effet, la société d'économie mixte, SEM, d'un coût de plus de 42 millions d'euros, financée en quasi-totalité par des fonds publics, l'Europe, l'État français, la région, le département, l'AGLO, la SNCF, RFF et j'en passe, a confié à son exploitation une société privée, PSCCT, Perpignan-Saint-Charles Container Terminal, qui est derrière Novatrans. Celle-ci confie le transport et la manœuvre à des groupes ferroviaires privés, Régiorail et TPCF. Les élus politiques de quelque bord que ce soit doivent, dans l'intérêt général, prendre rapidement des mesures appropriées pour favoriser le transport fret ferroviaire assuré avec un maximum de sécurité. Seule une entreprise publique dégagée des obligations impératives de rentabilité peut le faire. Faire en sorte que les fonds publics, finançant aujourd'hui les entreprises privées, ne servent pas bientôt à réparer les dégâts qui pourraient être causés. Les risques ne doivent pas être négligés, notamment dans le transport des matières dangereuses qui circulent sur nos voies. Mettre en réalité à leur discours sur le développement durable. Je rappelle, 16 000 camions jour passent la frontière au Pertus. Voici donc quelques questions aux décideurs, chargeurs, État, régions politiques, Conseil général, élus. Comment une entreprise privée peut-elle se positionner avec des prix extrêmement bas? Travaille-t-elle à perte ou bénéficie-t-elle de fonds publics? Si tel était le cas, les subventions du public ne devraient-elles pas plutôt aller vers l'entreprise publique SNCF? Pour quelles raisons la SNCF ne saisit-elle pas les autorités compétentes afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un cas avéré de concurrence déloyale? Madame Thuron, vous pouvez noter. Les élus politiques sont-ils prêts à faire courir des risques à la population en matière de sécurité, sachant que les trains de fret transportent des matières dangereuses? Les entreprises ferroviaires privées, à vocation de rentabilité maximale, sont-elles prêtes à payer le prix de la sécurité? Cette sécurité, fer de lance de la SNCF et de ses cheminots, est-elle une priorité pour une entreprise privée? Il est inutile de rappeler que depuis la libéralisation du fret ferroviaire, celui-ci a chuté considérablement. La mise en concurrence de fret SNCF n'a pas favorisé le report modal de la route sur le rail, puisque depuis, la SNCF a abandonné le wagon isolé. Et les opérateurs privés n'ont capté que des trafics déjà existants. Et ça ne va pas s'arrêter en 2014, puisque RFF prévoit un nouveau recul du fret ferroviaire à hauteur de 3% par rapport à 2013. Les cheminots, citoyens des PO, attendent rapidement des réponses à leurs interrogations. Des dizaines d'emplois sont en jeu. Au-delà de la problématique de l'emploi, il est temps que nos élus s'interrogent sur les conséquences en matière de sécurité de cette politique qui favorise l'implantation d'entreprises privées au détriment de l'entreprise publique qu'est Fret SNCF. Au-delà de la problématique locale soulevée dans cette intervention, la réforme du système ferroviaire qui va bientôt passer au Parlement doit interroger nos politiques. Cette réforme, si elle passe en l'état, aura des effets désastreux en matière de développement durable, mais posera aussi des problèmes de sécurité. Soyez responsables. Pour notre part, nous sommes dès à présent prêts à un dialogue constructif avec vous. Merci de votre attention.
Je passe la parole. Je passe la parole donc à Gilbert Garel, donc secrétaire de la Fédération Société des cheminots. Oui, ben bonjour à toutes et à tous. Je pense que je suis dans l'intervenant ou je ne sais pas. Moi, voilà, la question du train jaune, alors je reviendrai sur le fret, ne t'inquiète pas, mais la question du train jaune est la traduction locale d'une politique des transports dans ce pays. C'est la traduction locale des perspectives de la réforme du système ferroviaire telle que la prévoit aujourd'hui le gouvernement. C'est la traduction locale, très clairement. On peut en faire la démonstration, et je crois que ça a été fait à plusieurs moments. C'est la traduction locale des politiques d'austérité portées par le gouvernement Valls actuellement avec leur déclinaison. Aujourd'hui, quand Valls dit 18 milliards d'économies sur le fonctionnement de l'État et des entreprises publiques, parmi lesquelles les EPIC. Quand Valls dit 10 milliards d'euros d'économies sur les subventions allouées aux collectivités territoriales, forcément derrière, il y a une traduction. Et la réforme du système ferroviaire, telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, par un éclatement de l'entreprise en 3 entités qui n'ont aucun lien économique, aucun lien social, je le regrette, malgré tout ce que peut propager la direction d'entreprise, aucun lien technique, qui éclate l'entreprise en 2 entités en dessous de cette épique mère qui serait un secrétariat complètement autonome, c'est la préfiguration de ce qu'on va vivre, ou on veut nous faire vivre sur le train jaune, et j'en ferai la démonstration. La deuxième des choses, c'est la traduction aussi de l'organisation de l'entreprise. Une organisation de l'entreprise qui se structure verticalement, qui se cloisonne par activité. Comment voulez-vous faire fonctionner une ligne comme le train jaune? Ce n'est pas possible. Non seulement ce n'est pas possible, mais on génère de l'inefficacité, on génère un manque de réactivité, on génère y compris des gaspillages de moyens humains et matériels. C'est clair. C'est la traduction aussi, et je le dis très clairement, d'un rapport machiavélique qui s'est instauré entre les régions et la SNCF. Moi, j'ai entendu Jean-Claude Guessot dire la loi SRU. À cette époque-là, la CGT, la Fédération CGT des cheminots, était très circonspecte sur l'avenir de cette régionalisation. Nous avons gagné, dans le cadre de la loi, qu'il y ait une cohérence nationale, c'est-à-dire qu'il y ait une délégation de services publics et que les régions deviennent autorités pour les services publics de proximité, au plus près des citoyens, au plus près des besoins, c'est bien, mais que ça reste dans une cohérence nationale et que ça reste, y compris au niveau des moyens, dans une mutualisation nationale, c'est-à-dire qu'on ne crée pas la balkanisation des régions. Aujourd'hui, moi je lis ce que sort l'ARF, l'Association des régions de France, qui veut s'approprier le matériel, qui veut s'approprier sa maintenance, qui voudrait peut-être même s'approprier les choix sur les lignes qu'elles appellent régionales, je regrette, mais il n'y a pas de ligne régionale, il n'y a que des lignes nationales, qui voudrait quelque part régionaliser le transport en dehors d'une cohérence nationale, c'est-à-dire prendre complètement le transport à sa charge, et on sent bien venir derrière, eh bien, la délégation de services publics. Mais quand je dis relation machiavélique, la direction de la SNCF aujourd'hui se comporte comme s'il était une délégation de services publics, en créant des directions terres, en créant des expérimentations en Bretagne, dans le Limousin, en disant maintenant je vais expérimenter ça au niveau de 10 régions, et puis je vais l'expérimenter au niveau de toutes les régions de France, c'est-à-dire qu'elle crée des petites entités de la SNCF indépendantes dans toutes les régions pour préparer la libéralisation, pour préparer l'ouverture à la concurrence, pour préparer les délégations de services publics. Et quand je dis que ces relations sont machiavéliques, c'est que quand on les écoute, ces régions et la SNCF, il semblerait que ce sont les pires ennemis. J'entends les régions qui disent la SNCF m'arnaque en permanence, elle n'est pas transparente sur ses comptes, elle surévalue le coût des subventions, des conventions, etc.
Et puis j'entends la SNCF qui dit, le PEPI qui dit, les présidents de région ne sont jamais contents, eux aussi, ils essaient de maquiller leurs moyens, eux aussi, ils m'attribuent la responsabilité sur la suppression des contrôleurs, mais c'est eux qui le demandent, ils m'attribuent la responsabilité sur la fermeture des gares, mais c'est eux qui le demandent, etc. Mais c'est complètement machiavélique. C'est un jeu d'acteurs qui se joue aujourd'hui pour préparer l'étape suivante. Et quand on dit c'est un jeu d'acteurs, moi je refuse. Mais quand au ministère des Transports, au grand ministère, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet et en dessous d'elle, il y a un Thierry Mariani, rien d'étonnant à ce qu'on crée les conditions de salir l'image de la SNCF et de salir l'image de régions socialistes. Mais quand on a tous les pouvoirs, quand on a le gouvernement, quand on a les régions, quand on a les départements, quand on redésigne un président de la SNCF qui a été nommé par Sarkozy, comment se fait-il qu'on ne tape pas le poing sur la table, qu'on ne mette pas tout le monde autour de la table et qu'on ne crée pas les conditions d'une régionalisation qui soit conforme à la réponse aux besoins dans le cadre d'un vrai service public national? Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas le faire. C'est qu'on a une autre idée derrière la tête. Je regrette. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Et puis, c'est quand on disait la traduction de ce qui se passe aujourd'hui, Jean-Claude Guessot me le susurrait à l'oreille, mais il a raison. Il me dit, on demande à la région de financer les infrastructures, le rail. Mais il dit, mais c'est pas à moi, je suis d'accord. C'est un réseau ferré national. C'est scandaleux, moi, quand je vois dans la région voisine, à Midi-Pyrénées, que la région a mis 800 millions d'euros dans les infrastructures. Pas étonnant qu'après ils se disent, mais ça m'appartient maintenant. Pas étonnant. Mais ce ne sont pas aux régions à financer les infrastructures de transport national, le réseau ferré national. Sinon, si on le fait, c'est qu'on a une autre idée, y compris là, derrière la tête. Et là, il faut véritablement s'y opposer. Et la question du train jaune s'inscrit complètement dans cette stratégie. On sent bien qu'il y a une volonté de le couper du réseau ferré national, d'en faire une ligne quasiment autonome, d'en faire une ligne qui serait gérée comme comme on l'a dit, comme certaines lignes touristiques, quoi. Et il ne faut absolument pas, et c'est là le combat à mener. Et dans le projet, moi je suis content du projet construit par la CGT sur la ligne du train jaune, mais ce projet construit par la CGT, financièrement, il s'oppose aux politiques d'austérité gouvernementale, il s'oppose à l'acceptation de ces politiques d'austérité par nombre de régions. Je regrette. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup monter au créneau les présidents de région pour contrer les 50 milliards d'euros d'économies imposées par Manuel Valls. Et il s'inscrit à l'encontre de ce que veut faire la SNCF. Quand on dit qu'il faut faire un établissement gestionnaire à Villefranche qui serait le gestionnaire de toute la ligne, mais c'est ce que la CGT porte en disant qu'il faut des établissements multi-activités. Parce qu'on n'exploite pas une ligne comme le train jaune en disant les gars de la voie appartiennent à SNCF Infra, en disant le gestionnaire de la ligne appartient à l'EIC, à la DCF, en disant les contrôleurs et les conducteurs appartiennent à Terre, en disant le matériel appartient à la direction du matériel. C'est impossible. C'est ingérable. La seule façon de gérer, c'est de créer les conditions d'un établissement multi-activité où tous les cheminots travaillent pour l'amélioration et la qualité du service, mais qui travaillent ensemble au sein d'une même direction. Mais ça, il y a une représentante de la SNCF, ça va complètement à l'encontre de l'organisation, je le disais au départ, de la SNCF, qui cloisonne de plus en plus parce que, je le disais, elle prépare l'étape suivante. Donc, à partir de ce constat-là et à partir de cette vision locale et de cette traduction locale, c'est un peu ce que nous, la CGT, au niveau des cheminots, on avait dit, créons les conditions d'état généraux du service public à partir des réalités territoriales, à partir des réalités locales. C'est l'occasion de faire la démonstration, certes aux cheminots, que la réforme telle qu'elle est prévue par le gouvernement aujourd'hui n'est pas faite pour répondre aux besoins des populations et l'amélioration du service public. C'est uniquement une réforme qui est faite pour répondre aux velléités de l'Europe, aux velléités libérales de Bruxelles et de Strasbourg, et une réforme qui est faite pour répondre à l'austérité, puisque cette réforme n'est absolument pas financée. La dette est en l'état, Didier Lereste le disait, 1,7 milliard d'euros de dette, d'intérêts payés chaque année par RFF. Le financement n'est pas réalisé,
Et on demande au système ferroviaire de s'autofinancer. On l'a dit, quel système de transport s'autofinance? Il n'y en a aucun système de transport qui s'autofinance. Ça fait partie des investissements publics d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins des populations, un système de transport. Ça ne peut pas s'autofinancer. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé en Belgique. 3 entités, comme le propose le gouvernement, aujourd'hui 2. La première, l'infrastructure, est restée nationalisée parce qu'elle coûte. La deuxième, le transport, est prêt à se privatiser uniquement sur les trafics rentables. Mais c'est l'étape suivante, quoi. Voilà. Ce qui signifie qu'à travers cette réalité, à travers cet exemple concret de la ligne du train jaune, il y a tous les arguments pour faire la démonstration aux populations, aux usagers, et avoir le débat avec les élus sur le contenu de la réforme du système ferroviaire tel qu'il est envisagé par le gouvernement, mais largement piloté par Guillaume Pépi, puisqu'il s'est vanté dans un séminaire de cadre en disant « j'ai écrit la réforme et Cuvillier la porte ». C'est exactement ce qu'il a dit. Hein. Donc il s'est construit un projet de loi de réforme pour construire son grand groupe, sa holding internationale de mobilité, où la SNCF ne lui sert que de crédit et de vitrine, mais où, lui, son ambition est uniquement de faire du business à travers le monde, en Amérique, en Australie, en Allemagne et en Angleterre, comme il fait aujourd'hui. Et ça a été dit, aller faire des appels d'offres sur une ligne privée en Angleterre, je ne vous dis pas combien ça coûte pour payer, pour financer les lobbying, etc. Et tout ça, c'est financé par l'entreprise publique sur le crédit de la SNCF. C'est scandaleux ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, moi, je ne peux chuter que sur la mobilisation des cheminots et créer les conditions d'y associer les usagers, les citoyens, en leur disant attention, attention, ils sont en train de vous détruire la dernière grande entreprise publique qui existe en France, le dernier grand service public. Et ça a été dit, hein, quand on détruit les services publics, on connaît les conséquences derrière. J'entendais quand on parlait de la vente de la chaîne à 1 euro et qu'aujourd'hui, la SNCF dépense des centaines de millions d'euros pour acheter des parts d'électricité dans des sociétés privées uniquement pour garantir qu'il y ait une forme de régulation du tarif de l'électricité, parce qu'aujourd'hui, avec la loi NOM et la déréglementation des tarifs, il n'y a rien qui ne permet de garantir sur le long terme le tarif de l'électricité. C'est-à-dire que la SNCF, qui avait ses propres moyens de production, les a cédés pour l'euro symbolique, et aujourd'hui, chaque année, elle dépense des centaines de millions d'euros pour garantir le tarif d'électricité pour l'alimentation électrique et pour les besoins de la SNCF. Voilà les folies vers lesquelles nous entraîne la privatisation et la libéralisation. Et puis, on le dit, hein, on peut regarder tout, hein, l'électricité, les hôpitaux, la téléphonie, etc. Il n'y a pas un service public libéralisé qui a garanti la qualité, qui a maintenu la sécurité. En ce sens, c'est pour ça que la CGT, mais pas la CGT seule, alors, la CGT a travaillé sur un projet de loi complet, mais y compris, nous avons travaillé avec l'UNSA et avec Sudrail sur une plateforme unitaire pour porter un projet alternatif de réforme du système ferroviaire qui soit construit à partir d'une entreprise intégrée, une unicité sociale, technique, une unicité économique, bien entendu, qui revienne à la multi-activité, qui reviennent sur les questions de travailleurs, de salariés à statut qualifié pour garantir la sécurité et la qualité, mais y compris qui intègrent des moyens de financement, le traitement de la dette, les ressources complémentaires, les ressources nouvelles. Ça a été dit, les autoroutes aujourd'hui qui ont été quasiment données, hein, à 3 gros, hein, Vinci, Bouygues et Péage, c'est toujours les mêmes. Hein. Aujourd'hui, ces autoroutes rapportent des milliards d'euros de bénéfices et sont parmi les entreprises les moins taxées en France. On a une nouvelle ministre des Transports. La première chose qu'elle a dit en arrivant, c'est qu'on abandonne les cotaxes poids lourds. Je ne dis pas que les cotaxes poids lourds telles qu'elles avaient été construites par le précédent gouvernement étaient le summum. Mais attention, il faut aujourd'hui créer les conditions de faire payer la route. Parce que les coûts externes de la route ne sont payés par personne aujourd'hui. Donc il y a nécessité quand même de rééquilibrer les choses, quoi. Il y a la possibilité de créer une épargne populaire, il y a la possibilité de créer un pôle public financier,
Mais il y a aussi la possibilité, on le disait, de faire des économies en revenant à une SNCF qui travaille, où les cheminots travaillent au service de toutes les activités. Et on gagnerait largement en réactivité, en efficacité, donc en productivité. Il y a des moyens. Et puis le dernier point, comment se fait-il qu'un gouvernement tel que celui-ci, ouvre un grand chantier sur la transition énergétique, ça a été dit. Dans ce chantier, pas un mot sur le transport. Pas un mot sur le transport. Il n'y a que la CGT, qui a porté la question du transport au débat, et ça a été systématiquement refusé. D'ailleurs, la précédente ministre, Mme Bateau, a quitté le gouvernement. C'était une des raisons pour lesquelles elle a quitté le gouvernement. Il ne faut pas l'oublier. Le deuxième élément, dans ce registre-là, comment se fait-il qu'on fasse une réforme du système ferroviaire et qu'on ne dise pas un mot sur le fret? Pas un mot sur le fret. Jean-Claude Guessot le disait, on est passé de 55 milliards de tonnes. Aujourd'hui, on en transporte moins de la moitié. La SNCF transportait 55 milliards de tonnes kilomètres. Cette année, elle va certainement tomber en dessous de 19 milliards de tonnes kilomètres. En dessous de 19 milliards de tonnes kilomètres. On livre les trafics les plus rentables à la concurrence. La SNCF les donne à la concurrence. Et ici, j'entends Régiorail, je n'ai pas étudié complètement le dossier, je l'ai appris aujourd'hui, donc je me permets de ne pas discuter d'un dossier que je ne maîtrise pas complètement, mais j'ai entendu. Mais je vais aller là dans ce sens. Le ministre, quand il était ministre, aujourd'hui est secrétaire d'État, Cuvillier, a lancé une conférence nationale sur le rail pour le fret. Un grand débat, des auditions, on réunit 5 groupes de travail. Vous savez ce qu'il en sort? Il en sort qu'il faudrait abrancher l'entreprise, qu'il faudrait raviver le réseau territorial, qu'il faudrait remettre en service les triages. Oui. Il en sort ça. Mais vous savez ce qu'il en sort? Ces beaux garçons qui nous sortent tout ça, ils nous disent, mais si on fait ça, il faut que ce soit par des entreprises, des opérateurs ferroviaires privés, et qui seraient subventionnés, bien entendu. Ce qui signifie qu'on est véritablement dans un dogme de la privatisation, d'un dogme de la libéralisation, et dans le dogme d'offrir aux entreprises privées et de casser ce qu'il nous reste d'entreprises publiques et de vrais services publics. Alors c'est pour ça que ce qui arrive là sur le triage de Perpignan ne m'étonne pas. On le connaît à Lyon, à Cibelin, on le connaît à Miramas, on le connaît dans tous les endroits en France. C'est une vraie stratégie politique de démanteler le fret dans le cadre d'un service public, de l'entreprise publique, puisque bien souvent, quand on n'arrive pas à donner les trafics à des entreprises privées, on le donne quand même à des filiales telles que VFLI ou Naviland Cargo, des filiales créées de toutes pièces par la SNCF. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a des propositions qui sont faites. J'entends, j'avais lu les scénarios 1 bis et 2 montés par la SNCF. J'entends, ils ne conviennent pas à la région. Il faut intégrer cette question-là. Voilà. J'entends, on remet tout à plat. Il faut intégrer cette question-là. Maintenant, il va falloir intégrer aussi que la ligne du train jaune ne doit pas sortir du réseau ferré national, que la ligne du train jaune doit rester dans la convention terre régionale et que la ligne du train jaune doit être exploitée par l'entreprise publique nationale dans le cadre du monopole public qu'elle a par la LOTI, la loi élaborée, votée et gagnée par le ministre Fitterman. C'est ça qui reste à gagner aujourd'hui. Si on a la volonté de faire ça, si on a le choix politique de faire ça, je vous garantis que les millions d'euros, on les trouvera pour rénover la voie, pour rénover le matériel. Et puis, il faut inscrire cette question-là dans une dimension beaucoup plus large. Et j'espère que le 22 mai à Paris, il y aura une grande banderole qui arrivera de la Cerdagne et où il y aura marqué « On va sauver le train jaune ». Je vous garantis qu'on va ensemble. Et on va en faire une affaire nationale, parce que Didier Loreste l'a dit, la fédération elle a toujours fait une affaire nationale, et on va continuer à faire une affaire nationale du train jaune. Et le train jaune vivra dans le cadre d'un service public national réalisé par une entreprise publique nationale, la SNCF. Je vous remercie. Bien, écoutez, donc, sur cette dernière intervention, qui porte plein d'enthousiasme, je veux dire, effectivement. Et certains engagements ont été pris. Je pense qu'il est important de rappeler aussi que, on souhaite ardemment qu'il y ait une table ronde qui réussisse rapidement les différents protagonistes, à savoir donc le Conseil régional, la SNCF, RFF, l'État, les usagers et les organisations syndicales, et assez rapidement. Donc, il faudrait que chacun de notre côté, on interpelle les responsables
en proximité pour déclencher simplement cette table ronde avant qu'il ne soit trop tard. Mais je vous remercie de votre participation et de votre patience et discipline. Et bon retour à ceux qui nous doivent, notamment ici de la capitale, à savoir mes deux acolytes là, donc, qui reviennent sur Paris. Et merci à vous. Et vous avez, pardon, excusez-moi, il y a l'apéritif, j'avais oublié le principal, c'est parce qu'on est en Méditerranée, il y a l'apéro, j'ai oublié l'apéro. Donc, et l'apéro, c'est où